bonsoir à toutes et à tous. Il y a un an, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, entamait officiellement son quinquennat à la tête de l'État. Un an après, l'heure est venue de faire un premier point d'étape. Et ce soir, nous nous penchons sur un secteur vital et essentiel, celui donc de la santé. Hôpitaux publics, accès aux soins, pénurie de personnel médical, couverture sanitaire universelle, équipement, réformes structurelles, etc. Autant de sujets cruciaux pour des Tchadiens dans les villes comme dans les campagnes. Alors, quels changements concrets ont été opérés depuis l'accession du maréchal à la magistrature suprême? Quel processus quelles promesses ont été tenues et quelle urgence persiste le système de santé dans le système de santé? Est-ce que le système s'est-il amélioré ou renforcé? Pour en débattre, nous recevons ce soir des représentants du gouvernement, des professionnels de la santé qui se sont excusés aussi, des membres de la société civile, mais aussi des patients certains, comme vous êtes également des éventuels patients ou des patients, vous pouvez également participer à l'émission et des observateurs indépendants, en tout cas parlant donc du sujet de santé, tout le monde est donc concerné. Le Tchad est-il sur la voie d'un véritable renouveau sanitaire? Où les défis restent-ils encore trop lourds? Un an après, quel est le véritable état de lieu? C'est ce que nous allons donc essayer d'analyser sans détour, environ 90 minutes chrono. Encore merci à vous d'être de nôtre à l'instant et vous pouvez avoir donc la possibilité d'interagir, comme je le disais tantôt, en faisant un tour sur notre page Facebook à l'adresse Electron TV Tchad. Et pour vous, auditrices et auditeurs de la radio d'Electron Groupe de Médias, je suis Mingama Jiberam Christiane pour vous servir. Autour de la table pour faire le tour, nous avons avec nous Abderrahmane Diasnabaye, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la promptitude et de répondre donc toujours à notre invitation quand on fait appel à vous. Je suis toujours prompt pour permettre un débat ouvert et apporter ma contribution. Tout à fait. Merci pour cet honneur que vous nous faites à chaque fois. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la paix. Vous êtes donc ancien ministre, homme politique, actuellement député à l'Assemblée nationale et aussi le président de la commission santé au niveau donc de l'hémicycle, pour ne pas dire au niveau donc de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, c'est vrai, mais on s'arrête donc à là parce que vous êtes là au titre donc de député national, à l'Assemblée nationale, je veux dire. Encore merci d'être de nôtre, aussi de la partie d'Absou Guidaoussou. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous également. Alors, vous êtes secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention. Exactement. Merci encore pour votre promptitude et aussi de la partie Béoudou Mbaïd Marc. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Parce qu'il a fait un peu le tour des provinces, et bien, il vient d'arriver, alors il vient de rentrer. Alors bon retour et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. Le plaisir est partagé. Eh bien, Marc est le président de l'UCVDST, entendez, l'Union des compatriotes pour la vision du socialisme et de la démocratie au Tchad. C'est exact. Encore merci d'être donc des nôtres. Ainsi donc le panel, nous avions donc invité également l'ordre des médecins du Tchad, mais qui n'a pas pu nous envoyer un représentant. Qu'à cela ne tienne, le panel est installé et vous aussi, nous espérons. Encore merci pour votre fidélité à la chaîne citoyenne. Je le disais tantôt, on va faire état de lieu général du bilan de la première année du quinquennat du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Eh bien, à la veille de cette commémoration, le panel, on va parler donc du chantier 10 qui parle de la réforme, de la modernisation de notre système de santé. Mais avant de commencer, comment alors est-ce que vous évaluez les 1 an qui viennent de passer? Comment vous l'évaluez globalement? Je commence par vous, monsieur Badaoussou. Je m'excuse. Merci pour la question. Je vais dire tout simplement, comme vous l'avez déjà rappelé à l'entame de vos propos, que le 10e chantier est effectivement dédié à la modernisation du système de santé. Ouais. Et donc, sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, il y a un certain nombre d'avancées notables qui ont été enregistrées au cours
la première année, allant du mois de mai 2024 à mai 2025. Mais en dépit de toutes ces avancées, il y a également des gros défis qui restent à relever, qui doivent vous permettre d'améliorer un tant soit peu les performances du système de santé dans sa globalité. D'accord. Alors, je me tourne vers le voisin. Monsieur le Président, comment vous appréciez globalement, s'il faut faire un bilan, quel sera donc le vôtre? Bien, merci d'accorder la parole. Et moi, je dirais plutôt que le bilan n'est pas vraiment satisfaisant. Je dis ça pourquoi? Parce que si nous parcourons le Tchad, dans le plus profond du Tchad, c'est extrêmement difficile l'accessibilité aux soins de santé par les populations. C'est très très difficile. C'est vrai quand vous êtes dans les provinces telles que par exemple le Groupe occidental, comme on appelle Salamat, dans les grands centres, il y a l'accessibilité. Et moi je dirais même que il faut joindre, comment on appelle ça, le soin de santé aux infrastructures. Parce que au jour d'aujourd'hui, si vous quittez, ne serait-ce par exemple Moundou pour aller à Benoît, ou quitter Moundou pour aller par exemple à Bainama, là où il y a eu des massacres, mais c'est tout un parcours des combattants. C'est très difficile. Et avec la saison de pluie, c'est très difficile d'avoir accès. Et une femme qui est par exemple enceinte là-bas et qu'on la déplace pour accoucher, peut-être même pas accoucher en route, ou soit par complication, elle peut même mourir. Donc, dans le cas où on décide de l'amener un peu tard. Voilà. Donc moi je me dis que c'est vrai, on peut parler de la modernisation. Ne serait-ce que même par exemple, vous prenez la Tangélé. Hein, il y a des machines qui sont là-bas, qui sont des derniers cris. Mais lesquels qui exploitent là-bas? C'est resté comme ça. L'hôpital est bien équipé. Oui. D'accord. L'hôpital est bien équipé. Je parle sous le contrôle du BHE. Mais il manque le personnel. Mais il manque le personnel. D'accord. On va y revenir. On va y revenir dans ces détails-là dans un instant. Mais déjà, on prend votre appréciation globale et on fera le tour avant de revenir sur ces petits détails. Voilà. Donc, moi, je dirais que vraiment, si on parle de la modernisation, je peux parler, par exemple, des grands centres-villes. Là, on parle de la modernisation. Mais l'accessibilité au niveau des populations dans des zones rurales, là, vraiment, ça pose problème. D'accord. Ouais. On aura compris pour cette appréciation globale. Merci. Je me tourne vers vous maintenant, l'élu du peuple. Oui. Moi, je pense que c'est vrai, le Tchad, il est grand et large. Ouais. Et si on va sur le terrain, il y a beaucoup de défis à relever. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites et qu'il faut reconnaître. J'ai suivi à distance parce qu'au niveau de la commission même, nous n'avons pas réellement démarré le travail parce que l'Assemblée vient d'être mise en place. Mais en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, j'ai quand même parcouru également le pays et je sais que les difficultés sont là. Vous avez fait un peu le terrain? Pas un peu seulement, j'ai fait le terrain. D'accord. Alors, vous nous parlez un peu de ces expériences-là? Ces expériences, ce qui a été relevé est vrai. L'état de route, parce que d'abord, il y a la santé en tant que telle, mais aussi les infrastructures pour aller avoir accès. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller. La saison des pluies, bon, c'est des pirogues. L'état de route ne permet pas d'aller d'un centre à un autre. Ou alors il faut se déplacer à 50 km, à 100 km pour se soigner. Donc ça, c'est un problème réel. D'accord. Ça, c'est l'un des détails. Mais globalement, je pense que au niveau des ministères, il y a des efforts qui sont faits. Je vous ai suivi que le ministre a fait le tour des provinces. Et je pense qu'il a relevé un certain nombre de choses. Et nous-mêmes, au niveau de la commission, nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé, à faire l'évaluation. Et en même temps, voir là où il y a des difficultés aussi, essayer d'accompagner le ministère. Parce que le problème est réel et le problème de santé, c'est une question d'importance. Moi, j'ai vécu cela. Donc, je sais que quand on est malade, on ne peut rien faire. Rien du tout. C'est-à-dire? Oui, mais quand vous êtes couché, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Oui, c'est vrai. Et je pensais que quand on est malade et qu'on vient à l'hôpital, je pensais que c'est dans Non, ce mais sens quand que vous êtes abordez. couché, donc il faudrait que la question de la santé, on l'a mis en numéro 10, c'est pas rien. Et je Oui. crois qu'il y a des efforts qui vont se faire. Nous sommes au début de l'année, hein, au début du quinquennat. Donc il faut aussi savoir qu'il y a une dynamique qui est lancée et nous allons accompagner cette dynamique-là. D'accord. Prenant conscience des réalités, des souffrances de la population. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire et il faut trouver les moyens de façon à ce que les gens puissent être soignés, que les gens puissent, que le ministère ou du moins les hôpitaux et les centres de santé soient équipés, qu'il y ait des formations en conséquence. Et j'entends, j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de médecins qui sont formés, mais ça peut-être qu'on reviendra là-dessus. Tout à On me fait. dit qu'il y a 400 jeunes qui sont là, et il y a des pénuries au niveau des provinces. Ça, c'est un problème réel et qu'il faudrait régler ça. Bah, mais ça, là, c'est parce que peut-être certains ne veulent pas aller dans les provinces quand on les affecte aussi. C'est un autre aspect. Mais comme vous l'aviez dit, on va y revenir dans un instant. Mais vous, en tant qu'élu du peuple, est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu des ruptures ou bien de continuité par rapport aux précédentes? Donc, on peut dire il y a une continuité, il y a une dynamique qui est lancée, mais il y a des difficultés qui sont là. On ne peut pas dire qu'il y a eu des ruptures. Mais il y a des défis qu'il faut relever. Et les 4 ans qui restent à faire, il faut vraiment pointer l'essentiel, faire en sorte que les gens, dans n'importe quel village, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit, puissent avoir à se soigner. Et surtout, les femmes enceintes, on a parlé là également, ne peuvent pas aller accoucher dignement. Ouais. Les enfants qui vont à l'école, quand ils sont malades, c'est difficile de les porter vers le centre de santé. Et il manque de personnel. C'est vrai, je sais qu'il y a un besoin réel dans ce domaine-là. Et je crois que ça a été bien. Le candidat à l'époque et le président actuellement dans l'exécution du programme. Je pense que il faut que ces efforts-là soient faits de façon à ce que tous les gens puissent être soignés dignement. On aura compris. Alors, je me tourne. Est-ce que vous partagez son avis par rapport à la rupture, les précédentes et tout, monsieur le secrétaire général? En tout cas, merci pour les éléments qui viennent de nous être partagés. Vous savez, ce sont des constats réels sur le terrain, mais je voudrais aussi faire remarquer que le chef de l'État, depuis son investiture, a en réalité mis le focus sur la modernisation du système de santé. La modernisation prise ici comme étant un processus. Ce n'est pas un État où on se dit aujourd'hui c'est déjà modernisé puis on s'arrête. C'est tout un processus. Et comment cela se traduit concrètement sur le terrain aujourd'hui, depuis son investiture, depuis l'année qui vient maintenant de s'écouler, il faut faire remarquer que nous avons quand même quelques avancées, notamment en termes de renforcement de la couverture sanitaire. Cela se traduit concrètement par la création d'environ 208 centres de santé, essentiellement en milieu rural. C'est là juste pour pouvoir faciliter l'accès des populations, n'est-ce pas, à ces formations sanitaires. Et donc, quand l'accent a été mis sur la modernisation, c'était pour essayer de faire en sorte que le système de santé soit accessible, soit équitable, mais soit également performant. En plus de ces centres de santé qui ont été créés, l'OMS dit qu'il faut normalement un rayon moyen d'action, c'est-à-dire une distance moyenne à parcourir par le patient qui est comprise entre 5 et 10 km. Mais d'après les données de notre dernier annuaire de statistiques sanitaires, cette distance moyenne est de 17 km. Ça veut dire qu'il y a encore des besoins de création des centres de santé, mais également de création des hôpitaux de district. Donc nous sommes dans cette dynamique et en termes d'infrastructure, je voudrais déjà vous faire remarquer que rien que pour la première année de ce mandat, nous avons en tout 3 hôpitaux provinciaux qui ont été construits. Il s'agit de l'hôpital d'Ati, de l'hôpital d'Amtiman, mais également de l'hôpital de Laye, comme le président l'a rappelé tout à l'heure, qui, je le rappelle, effectivement, est très bien équipé. La problématique des ressources humaines, nous partageons entièrement, c'est l'un de nos principaux défis auxquels nous sommes confrontés. En plus de ces 3 hôpitaux provinciaux, il y a 4 hôpitaux de district. Celui de Bahaï, celui d'Iriba, celui d'Arada et celui de Fada.
Nous avons également, pour la même année, eu à construire en tout 15 centres de santé répartis dans 6 provinces. Donc, je concède au président à ma droite que, effectivement, en termes de respect des normes, pour le moment, nous avons encore des besoins de création de centres de santé supplémentaires afin de réduire la distance patient-formation sanitaire. Et des efforts conséquents sont faits dans ce domaine à travers ces infrastructures qui sont déjà construites, mais également à travers des infrastructures qui sont en cours de construction. Et en cours de construction, nous avons 9 hôpitaux provinciaux qui sont en cours de construction, 30 hôpitaux de district également qui sont en cours de construction, et en perspective, nous entendons construire à nouveau 4 autres hôpitaux provinciaux, 50 hôpitaux de district et 228 centres de santé. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, bien évidemment. D'accord. Voilà. Alors, de cet état de lieu dont vous faites, est-ce qu'à l'intérieur de N'Djamena, vous pensez que ces structures sont déjà suffisantes pour couvrir? N'Djamena, en termes de distance, on peut s'estimer relativement heureux en termes de distance à parcourir. On ne va pas parcourir 5 km comme à l'intérieur du pays pour rencontrer un centre de santé et quelquefois même plus. Je suis totalement d'accord. Vous savez, parmi les critères retenus par l'OMS, il y a le critère de la distance physique. Mais pour créer un centre de santé, il n'y a pas que cette distance physique, mais il y a aussi la densité de la population qui entre en ligne de compte. Donc nous prenons en compte ces 2 paramètres pour pouvoir décider de l'implantation d'un centre de santé dans tel ou tel endroit. D'accord. Alors, de cet état de lieu, Monsieur le Président Béoud-Marc, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, en fait, je suis parfaitement d'accord sur les avancées constatées ça et là par rapport à l'effort fait. Mais je note au passage que on peut construire des centres de santé. On peut aussi construire des hôpitaux provinciaux, tout ça. Équipés aussi. Équipés aussi. Mais si on ne peut pas, comment on appelle ça, faire un suivi pour pouvoir adapter la construction au changement actuel, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire là, on est en train de faire juste pour le besoin de le faire, c'est tout. Pourquoi je dis ça? Parce que au jour d'aujourd'hui, avec l'avancée technologique, tu peux ne pas te déplacer à 1 km et puis te soigner sur place. Il suffit simplement que la structure soit équipée, comme j'avais dit tout à l'heure, par exemple, à l'hôpital de Tanger à Laï. Vous voyez un peu? Mais si l'État construit et qu'avec des perspectives qu'il avait dit tout à l'heure par rapport à des constructions qui sont encore, qui vont être construites et qui viendront renforcer ce dispositif existant là. Ils sont en cours. Mais c'est-à-dire qu'on va construire. Mais tout à l'heure, quand on discutait même, le président Jasnabe disait qu'il y a même des jeunes médecins qui sont là, mais qui ne sont pas intégrés. Donc vous parlez en termes du personnel. Oui, donc il y a non seulement de personnel, mais l'équipement. D'accord. Vous voyez? Et pour cela, il faut former. Il faut former ces jeunes-là à des spécialités, parce que nous sommes en train d'évoluer. Ouais. Le Tchad ne peut pas rater le train de la mondialisation. Donc, moi, je constate que les centres de santé dont le SG fait référence tout à l'heure, là, quand vous partez là-bas, c'est difficile. C'est vrai que peut-être on peut avoir quelques compromis ça et là, mais pour certains, ils n'ont pas un plateau technique, comme on le dit souvent, suffisant pour pouvoir traiter telle maladie. Même la chirurgie, il faut toujours référer. Tout à fait. Donc, c'est quelquefois même le bloc opératoire là, c'est quand vous entrez dedans, mais c'est pas bien. Vous voyez un peu? Donc, moi, je pense, comme le président avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la dynamique du changement, là, c'est important d'intégrer toutes ces nouveautés-là pour nous permettre d'être aussi pointus dans les soins de santé. Mais le SG a parlé de la construction, mais aussi des équipements. Oui, des équipements. Les deux vont de pair. Je suis parfaitement d'accord. Les deux vont en pair. Mais aujourd'hui, par exemple, avec l'hôpital de Laï qui est là, qui est équipé, hyper équipé, qui est là-bas, qui travaille sur les machines? Il n'y a personne. On avait fait venir, je ne sais pas, peut-être que le SG va nous dire, on a fait venir quelqu'un de l'extérieur qui est venu, mais il a fait combien de mois et puis après il est reparti. Les appareils sont là. Dernièrement, quand je fais un tour là-bas, j'ai regardé.
Vous voyez un peu? Donc, c'est vrai, on peut avoir, même par exemple à l'hôpital de référence, à la Renaissance. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, peut-être que le SG va peut-être me contredire, mais l'appareil pour faire ne serait-ce que l'examen de mammographie, voilà, de mammographie, voilà, il n'y a que, par exemple, au niveau de la Renaissance, au niveau de l'hôpital de référence, je crois que ça existe ou ça n'existe pas, ou c'est tombé en panne. Et quelquefois aussi, ces appareils-là, leur entretien coûte très cher. Donc, c'est vrai, on peut construire, équiper, mais si on n'a pas des spécialistes, j'allais dire, ça qui pose peuvent problème. Voilà, nous tenir ces appareils-là pour que nous puissions vraiment en bénéficier sans toutefois aller au dehors, ce serait une bonne chose. Mais si on construit, on a des équipes, et qu'on dit, bon, on a construit, on a équipé, et qu'on respecte les normes, tout ça, je crois que ça ne va pas nous aider. Alors, avant d'écouter le député, je vais me tourner vers le SG, puisque de toutes ces interrogations, il se tourne toujours vers vous pour voir peut-être que vous allez le contredire ou pas. Mais toujours est-il que même au pavillon des urgences ou encore dans les hôpitaux ici à N'Djamena, sur place, on constate aussi qu'il y a assez des machines ou bien des équipements. Mais voilà, qui va utiliser? Ça fait toujours débat dans les coulisses au quartier ou sinon dans la ville. Alors, qu'est-ce que vous répondez de cela? Merci pour la question. Moi, je voudrais faire remarquer que c'est aussi une préoccupation au niveau du ministère de la Santé publique, la question des ressources humaines. Nous sommes dans un pays qui est confronté à un double handicap en termes de déficit quantitatif des ressources humaines, mais également qualitatif. Mais le chef de département, qui est la première autorité et qui réfléchit surtout sur les questions des ressources humaines, ne cesse de marteler pour dire le tout n'est pas d'avoir que des généralistes. Il faut pousser les uns et les autres pour aller en spécialisation. Je vous donne un exemple. Rien que pour cette première année, puisque nous calons sur la première année du mandat du chef de l'État, il y a eu en tout 297 agents de santé qui ont été envoyés à l'extérieur pour des spécialisations, aussi bien du côté des médecins, des pharmaciens que des paramédicaux. Sans oublier une composante essentielle, et là je partage l'avis de mon voisin de la droite, c'est tout ce qui a trait à l'entretien et à la maintenance de ces équipements. Là aussi, nous avons envoyé aussi bien à l'ISFOP, ici en N'Djamena, des cadres qui ont été envoyés en formation. Plus de 25 sont sortis de cette école, mais nous avons envoyé également une centaine actuellement au niveau de Dakar, qui doivent finir leur formation et revenir s'occuper du volet de maintenance de nos différents équipements. Je voudrais aussi rappeler que pour la même année, nous avons eu à renforcer les plateaux techniques de 14 hôpitaux provinciaux et centres hospitaliers universitaires, ce qui n'est pas négligeable, mais également en termes d'équipement, comme vous avez bien fait de rappeler la question du bloc opératoire, nous avons, grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers l'UNFPA, en réalité doté 88 districts en matériel médico-technique. 88 districts, je le dis bien, rien que pour cette année. Donc, c'est pour dire que des efforts du côté du gouvernement sont faits et des critiques du genre proposées par le président sont des critiques qui nous permettent en réalité de pouvoir corriger au quotidien ces gaps que les uns et les autres constatent. Mais je voudrais rappeler aussi que rien que pour cette année, le ministre de la Santé publique et de la Prévention s'est rendu pratiquement sur le terrain à 4 reprises au niveau des différentes délégations sanitaires provinciales. Et au cours de ces missions de supervision, toutes les insuffisances qui sont constatées sont remontées au niveau central et un plan de résolution des différentes insuffisances qui ont été constatées est développé et effectivement mis en œuvre. Donc, vous avez fait partie de cette équipe? Vous savez qu'au niveau du ministère, on ne peut pas envoyer et le ministre et le secrétaire général. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui garde quand même la maison. D'accord. Donc moi, j'ai gardé la maison pendant cette période-là. D'accord. Voilà. J'aimerais bien savoir ce qu'il a constaté réellement, qui a retenu son attention pendant cette visite-là. Les équipements, nous avons encore jusqu'à là des problèmes en termes de techniciens pour les manipuler dans certaines provinces. Ça, c'est un des points.
Le deuxième point, c'est cette insuffisance des ressources humaines au niveau des différentes formations sanitaires. Là également, nous travaillons activement là-dessus. Je voudrais au passage saluer l'initiative qui a été prise du côté du ministère de la Fonction publique avec le concours du ministère des Finances. Dans le cadre du recrutement en cours actuellement, où nous avons un quota de 1000, ce qui est retenu, c'est que quand on recrute un agent, s'il est destiné pour la Tandjilé, il doit rester au niveau de la Tandjilé pendant au moins 10 ans, sans bouger de cette province. Et la répartition a été faite de sorte que toutes les provinces puissent bénéficier. C'était une répartition équitable. Si nous arrivons à faire en sorte que le turnover qu'on constatait régulièrement, c'est-à-dire que vous êtes affecté 2-3 mois, vous demandez une autre affectation, 2-3 mois, vous demandez une troisième, cette fois-ci, ce nomadisme-là n'aura pas lieu avec ce mode de recrutement. Ça, c'est une approche qui, lorsqu'elle aura fait ses preuves, va être maintenue comme une stratégie nous permettant de fidéliser les agents au niveau des différentes provinces, parce que nous avions un moment cru qu'il fallait apporter une incitation financière supplémentaire pour pouvoir retenir les uns et les autres, mais ce n'est pas toujours le cas. 10 ans, c'est pas beaucoup. 10 ans, c'est beaucoup, mais 10 ans, c'est pas aussi beaucoup. Quand vous prenez des provinces comme le Sila, pendant un moment, il n'y avait même pas une seule sage-femme. Ouais. Que faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas, celui qui cherche l'emploi, celui qui cherche l'emploi, en général, il vous dit, même s'il faut aller à Barda, je suis prêt à y aller. Mais dès qu'il a son intégration et qu'on l'amène là-bas, c'est son oncle qui viendra vers la direction des ressources humaines pour dire non, non, il faut le ramener plutôt vers la Hadjer-Lamis. Et puis le lendemain, vous allez voir plutôt qu'il est à ça. Il est grand temps que le recrutement se fasse localement et que les agents qui sont affectés puissent effectivement être disponibles, parce que la population, qu'elle soit du Tibesti ou de l'Enedi ou encore du Bar El Ghazal, c'est toujours la population tchadienne. Il va falloir qu'on puisse déployer effectivement ces agents au niveau de ces différentes provinces-là pour corriger un peu les déserts en termes de ressources humaines que nous constatons en défaveur de certaines provinces. Il y a des provinces où vous avez une forte concentration, d'autres où vous n'avez pratiquement pas grand monde. Djamena, par exemple, il y a une forte concentration. Tout à fait. Et aussi, parlant, avant de vous laisser continuer, parlons des sages-femmes surtout. Ce n'est pas évident parce qu'il y a les époux qui s'imposent, parce que la femme doit suivre son mari. Et donc, c'est difficile de trouver une sage-femme dans les provinces pour aider ces dernières. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi prévu dans ce sens? Dans ce sens, quelque chose est prévu. Les 10 ans dont il est question s'appliquent à tout le monde. Tout agent qui cette fois-ci est recruté passera 10 ans dans la localité où il a été recruté. Que ce soit femme, que ce soit homme. Vous dites qu'en général, les sages-femmes, elles suivent son mari. Mais quelquefois, ce n'est pas toujours vrai. Elle entre à l'école comme fille, elle s'attrape quelqu'un au niveau du ministère, et par la suite, elle dit « je suis ton épouse », juste pour que, de par ta position au niveau central, qu'elle puisse bénéficier de ces genres d'affectation fantaisistes. Mais en réalité, il va falloir qu'on arrive à faire bouger les sages-femmes, parce que les accouchements, c'est essentiellement au milieu rural. D'accord. Je voudrais finir, si vous le permettez. Ouais. Comme le président l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, des hôpitaux comme ceux de l'Aïe, on peut ne pas avoir un nombre suffisant de spécialistes, mais en ayant recours à la télémédecine, par exemple, on peut effectivement pouvoir se faire soigner. Ça, c'est un projet que nous avons actuellement au niveau du ministère de la Santé publique, qui est déployé dans 3 provinces. Donc, nous n'avons pas perdu ce volet. Nous avons même un programme de santé numérique qui travaille dans ce sens, et avec l'appui des différents partenaires, nous entendons bien couvrir l'ensemble du pays, de sorte que, effectivement, là où il y a un déficit, que le médecin spécialiste qui est au niveau du CHU de la référence nationale puisse donner un coup de main à son collègue qui est basé au niveau de l'hôpital provincial de l'Aïe. Alors, comme ce n'est pas un échange entre vous et nous, je vais écouter d'abord le député sur l'ensemble donc de ces échanges entre les équipements, entre le personnel qui manque et surtout les constats que vous-même aviez faits sur le terrain. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que le ministère a une approche qui est positive, mais elle est encore insuffisante, parce qu'il faut une approche globale. Ouais. J'ai constaté qu'on parle du cas de l'Aïe, on dit c'est équipé, mais il y a un problème d'accessibilité. Ouais. Il y a un problème aussi
les pharmacies, les produits pharmaceutiques, il faut les trouver où? Ça, c'est l'aspect le plus... oui, parce que les gens, une fois qu'ils savent qu'ils ont tel produit, il n'y en a pas. Ouais. Donc, il faut aller encore venir vers N'Djamena ou aller vers Mundou, en passant par Kelo, etc. Il y a souvent des pluies. Bon, vous passez par Kim, c'est difficile. Vous passez par Kelo, c'est pas facile. Donc, alors, donc ça, c'est un problème. Vous arrivez à Bachoro, après, pour aller vers Colomb, c'est pas évident. Ouais. Donc, tout ça, ça nécessite une approche globale. Le ministère fait son travail. Il programme la création des centres de santé, le recrutement du personnel. Également, il veille à ce que les plateaux techniques soient vraiment modernes. Mais il faut aussi des routes. Donc, il faut impliquer le ministère des infrastructures, le ministère de l'aménagement du territoire, etc., etc. Il y a d'autres ministères qui sont... On a parlé du ministère de la fonction publique. Donc, tout ça est une approche globale qu'il faut avoir. Si c'est le ministère seul, on ne pourra pas en sortir. Donc, moi, je pense que il faut que, à la fois, le ministère fasse son travail, mais en même temps qu'il y ait des concertations avec les autres ministères, de façon qu'il y ait une approche globale, et pour résoudre la question des pénuries, pour résoudre la question des gens qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'il y a des ponts qui sont cassés, qui ne sont pas arrangés. Moi, j'ai vu plein de ponts. Vous allez entre Kelo et Laï, il y a le pont de Béré qui est là. Quand vous allez par là, c'est des difficultés. Comment l'état de route est négatif, des errés. Comment aller jusqu'à Laï. Alors, permettez, puisque vous êtes député, vous êtes l'élu du peuple. Aujourd'hui, si vous rentrez chez vous, si vous rentrez dans votre village précisément, quel est l'état de lieu? Alors là, c'est... Moi, je veux dire que c'est la catastrophe. Ça, je vous dis sincèrement. Il n'y a pas de centre de santé. Sur place, il y a un hôpital qui vient, moi, je suis dans tout le central, dans la zone de Koumra. Il y a des problèmes d'état de route. Les gens, c'est difficile. Et il n'y a pas vraiment un gros centre de santé. Avant, il y avait Semour. Maintenant, Semour a disparu pratiquement. Maintenant, l'hôpital, à Koumra, quand vous arrivez, c'est bon, mais tout autour, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de centre de santé à ce niveau-là. Il n'y a pas un personnel digne de ce nom-là. Il manque aussi des produits pharmaceutiques. Il faut alors, à ça. Vous posez cela directement? Non, mais lui, il pose. Puisque vous me posez la question, moi j'ai vu. Et je sais qu'il y a des ponts qui sont coupés, donc les gens viennent en pirogue. C'est difficile quand j'ai parlé des pirogues, parce que je sais que... Pour se faire soigner. Pour se faire soigner. Alors, bon, avec la saison des pluies, etc., et les distances sont... Il y en a beaucoup qui partent à Doba ou qui reviennent encore quand ils sont en province. Ouais. Quand vous arrivez vers Bundi, c'est encore autre chose. Donc, il y a des problèmes dans cette zone-là. Ouais. Donc, tout ce que j'ai dit là, tout ce qui a été dit, ça a été fait. Donc, il faut que cette programmation-là soit au moins ouverte à toutes les provinces. On peut dire que c'est le dénominateur commun de toutes les provinces, disons. Tout à fait. Donc, il faut le faire. Et moi, en tant que élu du peuple, c'est de voir ce que le ministère est en train de faire, de l'interpeller si nécessaire, et en même temps de faire des propositions dans le sens d'améliorer ce qu'il est en train de faire. Bon, puisque là on démarre, et c'est sûr que nous allons travailler en étroite collaboration avec le ministère, de façon à ce que nous avons sur le terrain les préoccupations de la population, nous allons les relever et enrichir sa réflexion. C'est ça notre rôle. Et éventuellement, faire en sorte que le ministère prenne en compte ces préoccupations-là, mais en même temps d'autres ministères qui sont concernés également. Parce que la santé publique, ça concerne l'agriculture, l'État. Si vous mangez quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, ça concerne aussi l'agriculture. Ça concerne d'autres ministères, les transports. Ouais. Donc tout ça là, nous allons ensemble, nous sommes en train de réfléchir avec d'autres commissions, de façon à faire un tour groupé, de faire en sorte qu'il y ait des séminaires pour faire en sorte que... Ça vous entrez déjà dans les propositions, dans les perspectives oui, de ce que vous espérez faire pour améliorer ces secteurs. Bien sûr. On va y revenir. D'accord. Je me tourne vers le président de cette formation politique, M. Béoudou. Alors, vous avez fait le tour un peu de la province pour remercier un peu vos électeurs pour les échéances qui viennent donc de se passer. En tant que président national d'une formation politique, quand vous repartez, quand vous faites un tour au village, quel est l'état de lieu, parlant donc de ce secteur de santé? Je pense que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais il y a un aspect peut-être que j'ai perdu de vue. C'est les hôpitaux. Les hôpitaux qui sont construits dans les provinces.
Tout à l'heure, le SG parlait des normes qu'il faut pour construire un centre de santé en tenant compte de la densité de la population, ainsi de suite. Mais quand vous prenez une province et qu'il y a simplement au niveau de la province où, par exemple, il y a un centre comment on appelle, de mort qui est construit, alors que c'est pas évident que ce centre-là, enfin, centre hospitalier-là, puisse vraiment accueillir tout le monde. J'aurais aimé que le SG nous parle plutôt de plans qui peut aider à construire aussi des morgues dans les structures sanitaires à quelques distances près pour permettre de décongestionner ces situations. Parce qu'arrivé à un certain moment, par exemple, si on fait face à une épidémie, oui, ça va être très difficile de gérer ça. Vous voyez un peu, ça va être très difficile. Je me rappelle quand il y avait le corona, il y avait des cas de décès. Mais à Moundou, par exemple, on mettait les cadavres par terre. Et puis on mettait les glaces dessus en attendant que certains enlèvent. Bon, d'autres, quand on constate qu'effectivement c'est corona, automatiquement on ne vous laisse pas garder et puis on va enterrer ça. Même ici à N'Djamena, arrivé à un certain moment, quand on est débordé, si par exemple il y a une catastrophe, on est débordé, c'est difficile pour trouver même une place pour garder. Alors que nous avons combien des hôpitaux ici, vous voyez? Donc, dans tout ce que le SG a dit, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un plan allant dans ce sens-là pour permettre d'aider ces centres de santé? Je parle de centres de santé, je ne parle pas des hôpitaux. Parce que les hôpitaux sont déjà équipés avec des places à ce niveau-là. Et comme on parle d'équipement, comme il a dit tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui concerne l'énergie qui accompagne. Tout à fait. Ouais, un peu. Au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que même dans certains villages, c'est encore la lampe tempête là qu'on utilise. Ouais, un peu. Certains qui arrivent à avoir, par exemple, acheter peut-être panneaux là, bon, ils se regroupent là-dessus. Moi, je pense que, comme disait le président de l'Assemblée tout à l'heure, c'est-à-dire que le domaine de la santé est transversal. Et ça touche plusieurs structures de l'État qui doivent conjuguer leurs efforts communs pour pouvoir permettre à ce que les populations rurales là, puissent avoir des équipements de pointe et puis de se soigner et en cas de décès, d'enterrer les leurs dans des conditions dignes. Parce que si on ne le fait pas, comme on le dit souvent, l'histoire nous rattrapera un jour. D'accord. Voilà donc déposé, monsieur le secrétaire général. Vous allez faire le tour de répondre seulement aux interrogations. Non, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Je suis très content de ces différents constats qui sont faits et des questions qui me sont adressées. Je voudrais également remercier l'honorable pour cette compréhension de la vue holistique de la santé. Si on veut résoudre les problèmes de la santé, il n'y a pas que le ministère de la Santé publique qui peut gérer cela. C'est en réalité le concours de tous les autres secteurs. Mais je voudrais déjà rassurer l'honorable que nous avons régulièrement des rencontres de concertation avec les différents ministères, tels que le ministère de l'Enseignement supérieur, tel que celui de la fonction publique, mais également du côté du ministère des Finances et sans oublier le ministère de l'Élevage. Donc nous avons des rencontres fréquentes avec les différents ministères pour discuter de ces points communs pour nous permettre effectivement d'apporter des solutions à ces différentes questions que vous avez posées. C'est vrai, nous avons des problèmes d'accessibilité physique de nos formations sanitaires, mais vous conviendrez aussi avec moi que d'énormes efforts ont été faits en matière de construction de routes dans ce pays. Si on repart en arrière 10 ans, ce n'est pas la même situation qu'aujourd'hui. Et donc, le gouvernement est dans cette dynamique-là de pouvoir continuer à améliorer, ne serait-ce que l'accessibilité des services de santé à travers la construction de ces routes. Mais il y a aussi d'autres priorités, malheureusement. Et souvent, nous sommes rattrapés par les problèmes sécuritaires qui drainent aussi beaucoup de ressources. Si seulement ces volets sécuritaires n'étaient pas là, si on n'était pas un pays qui était victime de ces attaques multiples de la secte Boko Haram, certainement ces ressources devaient être orientées ailleurs. Je voudrais aussi faire remarquer que le ministère fait face à d'autres chocs externes tels que l'arrivée massive des réfugiés soudanais, mais également centrafricains. Ces arrivées des réfugiés impactent sérieusement
la performance même du système de santé, sans oublier la question des inondations que nous avions vécues en 2024. Je voudrais aussi rassurer le président à ma droite que nous disposons effectivement de plans par rapport à la construction. Mais concernant les morgues, c'est essentiellement au niveau des hôpitaux qu'on les retrouve. Et je voudrais insister pour dire que lorsque nous avons tenu la revue annuelle du secteur du 18 au 22 mars 2024, l'une de nos recommandations phares, c'était de pouvoir augmenter la capacité d'accueil au niveau des différentes morgues. Vous conviendrez avec moi qu'en 2024, pendant la période de la canicule, on avait un nombre élevé de décès au point où les morgues, à travers leur capacité actuelle, n'arrivaient pas en réalité à pouvoir accueillir tous ces cas de décès. Et donc la première réflexion, c'était de voir dans quelle mesure tous les CHU, et là le chef de département avait instruit tous les CHU, de voir très rapidement dans quelle mesure on peut augmenter la capacité d'accueil de ces différents CHU. Des correspondants ont été adressés également. Est-ce qu'il y a un peu standard ou bien ça dépend de la capacité d'accueil de chaque hôpital? Non, ça dépend de la capacité de ces CHU. D'accord. Parce que les capacités ne sont pas les mêmes. Et malheureusement, c'est à l'intérieur du pays, au niveau des hôpitaux provinciaux, c'est à ce niveau-là qu'on n'a pas une grande capacité. Et même là, nous avons instruit pour que les prochaines constructions, qu'on puisse prendre en compte effectivement ce volet, pour que nous qui sommes des potentiels cadavres de demain, que nous soyons quand même quelque part dans des conditions qui soient acceptables, plutôt que de prendre le corps et de déposer une glace dessus comme on l'a vu en 2024. Dans les provinces, hein, ça ne manque pas aussi. Justement, il y a un problème d'électricité et d'énergie qui se pose. Je suis totalement d'accord avec vous. Et ça me permet de rebondir sur la question de l'énergie. Nous sommes aussi conscients qu'il y a d'énormes problèmes concernant l'énergie. Mais avec cette diplomatie agissante qui est conduite sous l'impulsion du chef de l'État, le ministre de la Santé publique a déjà pris attache avec un grand nombre de partenaires, dont la Banque mondiale, qui s'est positionnée pour pouvoir en réalité solariser l'essentiel des formations sanitaires dans 16 provinces du pays. Maintenant, une fois solarisé, il y a les questions de maintenance, d'entretien par la suite, qu'il faudra que la formation sanitaire essaie de voir avec le comité de santé dans quelle mesure cette question de maintenance va être effectivement assurée. Mais sinon, au bout d'un an, de deux, finalement, vos panneaux ne vont pas être toujours continuellement actifs. Et donc, de ce point de vue, je voudrais rassurer le président que des efforts sont en train d'être faits et que certainement dans les années à venir, vous verrez bien que la plupart de nos centres de santé, surtout dans ces différentes provinces-là, auront de l'énergie comme on le souhaite. Je voudrais aussi répondre à l'honorable qu'en réalité, concernant ces différentes concertations que nous avons avec les différents ministères, il y a un organe de coordination qui vient de voir le jour. Le Premier ministre chef du gouvernement a signé un arrêté mettant en place les membres du secrétariat permanent de la plateforme Une seule santé. Dans ce secrétariat permanent, vous allez retrouver aussi bien les cadres du ministère de la Santé publique que ceux de l'élevage, que ceux de l'environnement, que ceux de l'agriculture. Donc, comme quoi, quand on parle de santé, en réalité, tout le monde est effectivement concerné. Avant de vous laisser continuer, permettez, est-ce que c'est possible de permettre la construction d'une morgue privée? Non, vous savez que le partenariat public-privé, c'est un des axes pour lequel le gouvernement incite même en réalité à ce que nous puissions davantage le développer. Pourquoi ne pas avoir une morgue privée? D'ailleurs, dans d'autres pays voisins ici, on a déjà les morgues qui sont construites. Et pour vous dire vrai, dans d'autres pays, en réalité, c'est plutôt la mairie qui gère ces questions. C'est essentiellement la mairie. Mais c'est chez nous que nous voyons que ce sont les structures de santé où on peut retrouver ces morts qui accueillent les morts. Mais je crois qu'on est en train d'aller effectivement vers là. Si du côté du public, on n'arrive pas à avoir des morgues un peu partout, certainement on va encourager davantage les privés également à s'y investir pour que nous puissions effectivement accueillir dignement nos différents morts. D'accord. Alors, le tour étant fait, est-ce que vous-même, vous ne constatez pas, puisque là, vous ne faites que répondre aux interrogations, mais je me demande si vous n'avez pas des constats faits que vous pouvez partager avec nous.
avant donc de continuer. Parlant par exemple de la question des morgues, je vous ai dit tout à l'heure que c'est au cours des travaux de la revue annuelle du secteur que tout le staff réuni, on s'était rendu compte qu'il y avait effectivement un gap à combler dans ce sens et des instructions ont été très rapidement données par le chef de département pour que nous puissions corriger cela. Vous savez, le secrétaire général, il est secrétaire général du côté du ministère, mais il habite quand même dans un quartier. Donc nous vivons au quotidien ce que le président vit, ce que l'honorable vit. Donc ce ne sont pas des questions qui sont étranges pour moi. Et chaque fois que nous nous rendons compte de ces gaps, nous essayons de travailler dessus du côté du ministère. Et c'est à ce titre-là aussi que je disais tout à l'heure que les préoccupations qui sont exprimées sont des préoccupations qui sont déjà connues par le secteur et sur lesquelles le secteur essaye de travailler pour davantage trouver des solutions. D'accord. Alors, je vais revenir aux députés. Tout à l'heure, vous avez évoqué un aspect parlant donc des médecins, les 400, 200 ou 300 qui sont envoyés en études et qui sont revenus et qui seraient déployés sur le terrain ou pas. On vous écoute maintenant sur cet aspect-là. Moi, je trouve qu'il y a un déficit du personnel, notamment des médecins. Ouais. Et je m'interroge également comment on forme des médecins et après ils sont dans la rue. Moi, à mon temps, quand vous êtes dans une école professionnelle, je le vois seulement dans le domaine de la santé. Je le vois un peu dans d'autres écoles professionnelles où les gens sont formés et puis ils se plaignent. Puisqu'ils sont organisés, des fois ils veulent manifester, on les appelle, etc. Donc je trouve qu'il faut, à ce niveau-là, ces 400 médecins qui sont formés, là, qu'on leur trouve une solution. Parce qu'il y a une nécessité de trouver au niveau des centres de santé. Il faut que ces médecins-là puissent être recrutés, affectés, parce qu'il manque de personnel. Ouais. Et là-bas, ce sont les sages-femmes, ce sont les tels qui s'en occupent, les infirmiers d'État, etc. etc. Et donc, alors qu'il y a des médecins formés, et encore il y en aura d'autres. Ouais. Et donc ça, ce sont des gens, des jeunes qui ont une formation, il faut tout faire pour que le ministère puisse les prendre en charge. Absorber. Parce qu'on ne peut pas les laisser alors qu'il y a un besoin réel de personnel. Tous les terrains, en tout cas, il y a pratiquement un vide. Puisqu'il y a des gens qui sont formés, il y a des écoles professionnelles, des centres de santé, mais c'est au niveau des infirmiers, au niveau des sages-femmes, etc. Mais à ce niveau de l'enseignement supérieur, bon, il n'y en a pas. Et ceux-là sont en N'Djamena et se plaignent. Alors, je ne sais pas si au niveau du ministère, il y a un effort qui est en train de se faire ou qui a été fait. Et moi, beaucoup de jeunes sont venus me voir ou qui m'appellent. Et voilà, qu'est-ce que vous faites pour nous? Donc, on s'apprêtait également à voir avec le ministère ce qui est en train de se faire. Besoin qu'il y ait un débat, un échange entre nous et le ministère de façon à ce que ces problèmes soient résolvés. Tout à fait, d'accord. En plus de cela, il y a plus des écoles de santé qui aujourd'hui se créent aussi bien dans les provinces qu'à l'intérieur de N'Djamena. Ils forment plus. Mais c'est dommage de les voir beaucoup plus, surtout les infirmiers et les sages-femmes, devenir donc des commerçantes, des commerçants et les infirmiers, soit les vendeurs des médicaments dans la rue ou au marché ou bien d'autres sur des motos. Bon, ça c'est un autre constat à aussi prendre en compte que je dépose comme ça. Et au risque de ne pas citer ce que je ne maîtrise pas, mais pendant qu'on faisait le tour dans les provinces, aussi une équipe d'électro-télévision, on a fait le SCAL à Bakchoro. Ben, on s'était rendu compte qu'il y a un infirmier qui est le responsable du centre de santé, mais à l'intérieur, il n'y a pratiquement rien du tout. Et maintenant, s'il faut attendre un médecin, soit il est à Kelo, ou soit il est à Mundu, et ça fait des kilomètres que vous le savez déjà. Et il faut attendre tous ces temps-là pour venir à question de santé, c'est question de secondes et de minutes. Voilà le constat que l'équipe d'Electron a aussi fait ce jour-là, que je dépose comme ça, devant qui de droit, puisque vous êtes aussi là, avant de demander au président son avis, comme le député a donc déposé, la formation des personnels de santé qui ne sont pas absorbés, qui ne seraient pas absorbés. Quant à vous, quel est votre constat avant que le secrétaire général ne puisse reprendre? Ok, moi je vais encore enfoncer le clou. parce que en matière de sciences exactes, c'est-à-dire que quand vous êtes formé, et que vous n'avez pas la possibilité d'exercer pendant un an, je dis bien, pendant un an, c'est-à-dire que vous avez déjà tout oublié.
Tout oublié. Oui, vous avez oublié. Forcément. Oui. Parce que c'est de la technique. C'est de la technique quand vous êtes là en train de... parce que vous avez appris. Vous avez appris. Et quand vous venez pour exercer, à chaque fois, il faut que vous consultez de temps en temps pour pouvoir garder ça. Mais dès lors que vous n'exercez pas ça et que quelquefois, on dit souvent, l'oisiveté, c'est mère de vice. Donc, vous allez maintenant vous orienter autrement. Parce que le côté social est là. Donc, la personne s'oriente autrement pour pouvoir vivre. Entre-temps, peut-être qu'il faut attendre peut-être 2 ans pour faire appel à la personne. 2 ans, 3 ans, quand la personne viendra là, il faut le recycler. Parce que si vous ne le recyclez pas, peut-être que ça, c'est quelqu'un que vous envoyez tout droit pour aller tuer des gens seulement. Et je déplore aussi, je déplore d'abord et puis j'interpelle le ministère de la Santé par rapport au centre de formation qui se crée partout. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une structure d'évaluation et de veille au niveau du ministère de la Santé qui peut nous rassurer sur l'efficacité de la formation que ces jeunes reçoivent dans ces différents centres de formation, parce que je ne sais pas, mais quand vous partez, ne serait-ce que même au niveau de l'hôpital de référence, ils sont nombreux là, ils font des stages. Quelquefois, c'est eux-mêmes qui tuent les patients parce qu'ils ne savent même pas qu'un patient qui est diabétique, il ne faut pas lui mettre de l'eau glucosée. Mais tout de suite, il ne pose même pas la question et puis automatiquement, ils mettent. Et la personne meurt. On dit que ça, c'est une erreur médicale. Ce n'est pas d'erreur médicale. Ça, c'est la tendance, mais ça dépend aussi de l'état de la personne et du médecin qui suit ce patient. Qu'à cela ne tienne. Voilà, donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, non seulement la formation, comme l'État dépense de l'argent pour former, pourquoi l'État ne peut pas les absorber? Entre-temps, je me rappelle encore que, même comme disait le président tout à l'heure, dans toutes les structures de formation professionnelle, dès lors que vous finissez automatiquement, vous êtes intégré. Et puis vous travaillez pour l'État. Maintenant, à cause de montée démographique, de la capacité de la fonction publique qui ne peut plus accueillir, on limite. Mais ces jeunes-là, j'aurais aimé qu'on les maintienne quand même dans une dynamique de recyclage pour permettre à ce qu'un jour, qu'on puisse les absorber. Tout à l'heure, on a parlé, j'ai dit que dans la dynamique là, il va y avoir 1000 qui est réservé pour le ministère de la Santé. Ces 1000-là, quand on va prendre aussi certains qui sont déjà là et qui n'ont rien à faire et qui déambulent là, vous allez voir que ça va encore poser un autre problème. Voilà. Et donc, je pense que le ministère de la Santé a encore vraiment du chemin à parcourir par rapport à ce défi-là. Et pendant ce temps, vous-même, quelle est votre part de responsabilité dans ça? Justement, il faut conscientiser les gens. Il faut les conscientiser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, il y a un phénomène qui est généralisé dans toute la République du Tchad. Le social. D'accord. Le social, c'est-à-dire que si vous formez la personne, ou bien la personne même se décarcasse pour se former, et que la personne ne trouve pas quelque chose à faire, certainement il va trouver quelque chose pour faire. Mais pour ne pas qu'il s'écarte de son domaine, il faut le recadrer pour qu'il puisse quand même, un jour, si jamais l'État aura besoin de lui, qu'il puisse exercer normalement. Et pour cela, il faut vraiment le conscientiser, le sensibiliser, pour qu'il comprenne la nécessité. Même s'il veut faire autre chose, il faudrait qu'il fasse quelque chose qui a un lien avec sa formation, pour ne pas qu'il s'écarte définitivement. C'est ce que nous faisons. Voilà. Mais nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Ce que nous avons là, ça c'est très dérisoire, président. Donc, vous ne pouvez que vous tourner vers le ministère en charge. Voilà. Et donc, de présenter et qui est votre voisin. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste rassurer l'honorable que par rapport à la formation de médecins, nous avons en réalité 3 facultés de formation, dont une à Béché. Ça, c'est pour votre information. Les 2 autres sont ici à N'Djamena. Une confessionnelle tenue par les Italiens au niveau du CHU, le Bon Samaritain. Ça, c'est ce qui existe déjà ou bien c'est ce qui a été? C'est ce qui existe et qui produit déjà des médecins. D'accord. Maintenant, les médecins sont formés, ils traînent. Je ne suis pas totalement de cet avis parce qu'en réalité,
le président à ma droite ici l'a déjà dit, est-ce que la fonction publique peut tout absorber? Évidemment, au jour d'aujourd'hui, la fonction publique ne peut pas tout absorber. Et ceux qui sont formés, j'allais dire que du secteur de la santé, nous avons même un peu plus de faveur quant au quota qui est alloué au secteur. Cette année, par exemple, on nous a donné 1000. Nous avons voulu 2500. Mais en réalité, il y a d'autres... Non, 2500, tout agent confondu. D'accord. Mais il y a des ministères où il n'y a même pas 500 à qui on a donné comme quota. Je voudrais insister aussi pour dire qu'en 2022, quand on avait recruté 1462 agents, toutes catégories confondues, il y avait 500 places réservées aux médecins. 500. Et pour ce recrutement, des instructions fermes ont été données par la haute hiérarchie et relayées par le Premier ministre chef du gouvernement pour que au moins 500 médecins encore soient absorbés sur un total d'un peu moins de 600. Sur les 1000, la moitié est réservée en réalité au recrutement des médecins. Et donc, je voudrais juste dire à ce niveau-là que des efforts énormes sont en réalité faits par le gouvernement. On ne peut pas former et laisser dans la rue. Mais le gouvernement aussi, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ouais. Et donc, il est important qu'on essaie de voir, nous parents qui avons des enfants en formation, commencer déjà à les sensibiliser, à les conscientiser, comme le président l'a dit tout à l'heure, pour leur faire savoir que l'issue finale ne doit pas être uniquement la fonction publique. Il faut qu'on explore également d'autres voies plutôt que de compter uniquement sur la fonction publique. Je voudrais aussi rappeler que, tel qu'on voit notre politique actuelle, les médecins sont affectés plutôt au niveau des hôpitaux et non au niveau des centres de santé. Les centres de santé sont tenus par les infirmiers, les paramédicaux. Les médecins sont pour le moment au niveau des hôpitaux. Mais même pendant les périodes où le gouvernement ne recrute pas au niveau de la fonction publique, des efforts sont faits en termes de plaidoyer auprès de nos différents partenaires pour voir dans quelle mesure ces partenaires-là, par exemple dans le cadre de la crise de l'Est, puissent absorber ces jeunes qui sont formés. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'en 2023 et en 2024, 1641 agents, toutes catégories confondues, dont des médecins, ont été recrutés sur financement de la Banque mondiale, du Fonds mondial, mais également de Gavi. Là aussi, ce sont des efforts qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement à travers le ministère de la Santé publique qui conduit ces plaidoyers-là auprès de ces différents partenaires. Donc, je voudrais aussi rappeler que ces écoles de formation sont en réalité évaluées chaque année par la direction des ressources humaines. Celles qui ne répondent pas, des recommandations sont faites et des équipes de suivi sont envoyées régulièrement auprès de ces différentes écoles qui forment. Et pour s'assurer de la qualité de la formation, le ministère de la Santé publique a institué ce qu'on appelle l'examen de certification unique, qui s'applique aussi bien aux lauréats des écoles publiques qu'aux lauréats des écoles privées. Et nous insistons même pour que ceux qui doivent être recrutés, aussi bien par la fonction publique que par les ONG et autres partenaires, puissent prendre essentiellement nos candidats lauréats de cet examen de certification. C'est exigé même. C'est exigé justement, c'est exigé de la part du ministère. Alors, l'autre point également sur lequel je voudrais revenir, ce sont ces stagiaires qu'on retrouve au niveau de nos différentes formations sanitaires. C'est vrai que les écoles forment beaucoup. Malheureusement, les structures d'encadrement ne sont pas aussi nombreuses que ça. La conséquence immédiate, c'est qu'on trouve qu'il y a un grand nombre de ces stagiaires au niveau de ces formations sanitaires. Mais le stage est conduit sous l'encadrement des maîtres. Et donc, le maître, dans la mesure du possible, ne peut pas permettre aux stagiaires de pouvoir prodiguer les soins sans qu'ils ne puissent orienter. Il y a malheureusement des cas de brebis galeuses où on peut effectivement tomber sur des situations exceptionnelles. Mais en règle générale, il y a toujours un maître qui essaie d'orienter parce que le stagiaire, lui, il vient apprendre. Ce n'est pas qu'il connaît. Il apprend auprès de qui? Il apprend auprès de son maître.
Maintenant, tellement ils sont nombreux. Effectivement, il peut y avoir des situations un peu incontrôlées, mais des dispositions sont régulièrement prises à travers les missions de supervision, à travers les sorties. Quelquefois, nos délégués sortent même la nuit pour aller au niveau des services des urgences pour voir ce qui se passe réellement. Et quand il y a des situations de ce genre, ils procèdent carrément à une correction. D'accord. Alors, que dire maintenant de ces médecins qui, les spécialistes bien évidemment, qui finissent, mais certains préfèrent servir dans un autre pays que de rentrer plus tôt. Je me demande, est-ce que c'est dû au traitement de salaire ou le traitement... Qu'est-ce qui fait que certains préfèrent ne pas rester au pays, mais d'aller plutôt ailleurs? Là également, c'est une grosse difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et la question de la gestion des spécialistes n'est pas spécifique au Tchad. Dans un grand nombre de pays, même en Occident, il y a une crise des médecins spécialistes. Quand vous prenez une spécialité comme celle des anesthésistes réanimateurs, vous prenez même une spécialité comme celle des chirurgiens, en réalité, on a d'énormes difficultés. Pas seulement ici, pas seulement en Afrique, même en Occident. Aujourd'hui, les anesthésistes réanimateurs africains sont pratiquement absorbés par les grosses structures européennes. Oui. Qu'est-ce qui les amène à quitter? Évidemment, même les cardiologues. Ce sont les conditions globales de travail. Et souvent, on pense qu'on est mieux ailleurs que chez soi, mais en réalité, nous qui sommes déjà un peu avancés en âge, on sait que ce n'est pas ailleurs là que tu vas réellement préparer ta retraite. La bonne retraite, elle se prépare chez soi. Quelles que soient les difficultés, il est important que ces spécialistes-là soient chez nous. Mais malheureusement, les Tchadiens qui vont pour les spécialités aussi, il y a certaines spécialités où vous ne trouvez pratiquement pas grand monde. Le monde ne se bouscule pas. Souvent, quand ils vont, c'est gynécologie obstétrique, mais quand vous les ramenez vers anesthésie réanimation, c'est pratiquement 5 ans de formation. Quelquefois, ils se limitent à une spécialisation de 4 ans et tout ça. Et puis, c'est un choix personnel. On ne peut pas exiger. Nous, nous disons au niveau du ministère que cette année, voilà le quota pour les différentes spécialités. Maintenant, il y a des années où ce quota est là, la bourse est là, mais il n'y a pas de preneur. Ah oui. Il n'y a pas de preneur. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous prenez des CHU comme le CHU de la mère et de l'enfant ou encore le CHU de la référence nationale, les anesthésistes réanimateurs, ils sont obligés de contractualiser avec des expatriés donc, qui nous arrivent. Donc, c'est pour dire que la question de la rareté des médecins spécialistes n'est pas propre au Tchad. Elle est pratiquement mondiale, mais malheureusement, le phénomène est plus accentué chez nous. Et quand vous examinez aussi la répartition, ils sont plus nombreux ici en N'Djamena où le plateau technique est relativement plus élevé qu'à l'intérieur du pays où le plateau ne répond pas forcément. On les incrimine souvent pour dire non mais vous auriez dû être à l'intérieur. Oui, mais est-ce que les conditions sont toutes réunies à l'intérieur pour qu'ils puissent exercer comme lorsqu'ils sont ici? Et je voudrais rappeler que ces médecins spécialistes sont pour la plupart en même temps des chercheurs. Ils doivent publier les résultats de tous leurs travaux. Avec les problèmes de connexion Internet que nous connaissons, même en N'Djamena, c'est difficile. Combien de fois à l'intérieur du pays? Et donc, les conditions ne sont pas véritablement toutes réunies pour qu'ils s'installent en province et qu'ils puissent travailler jusqu'à publier tous leurs résultats. Mais l'autre constat aussi est que ces médecins, ils préfèrent exercer plutôt dans les cliniques privées. Ils sont tous les temps, en fait pas tous les temps, mais ils sont mieux là-bas qu'à l'hôpital public. Il faut passer au moins un mois ou plusieurs semaines en attente pour trouver ces médecins. Mais alors que si vous venez à son cabinet, c'est le même jour que vous le rencontrez, mais le prix n'est pas accessible à tous. C'est ce qu'on dit le plus souvent. Mais vous savez, pour votre information, quand vous demandez un rendez-vous en France, vous pouvez vous taper 6 mois pour être reçu par un médecin. Ici, vous donnez 1 mois, en France, c'est 6 mois. Mais on n'en a pas fait un scandale. Bah, moi, je voudrais dire, les mêmes réalités. Je voudrais dire que ce phénomène-là n'est pas propre au Tchad et que les dispositions réglementaires actuelles n'interdisent pas à un médecin, après les heures d'ouverture officielles, d'aller au niveau de sa clinique. Ce n'est pas interdit. Et donc, tout ce que nous devons faire, c'est de nous assurer que le médecin est au niveau du CHU, la référence nationale, aux heures convenues. Maintenant, après ces heures-là, à 16 heures, il peut aller exercer dans sa clinique. Et vous conviendrez aussi avec moi que
ce n'est pas tout le monde qui va vers le public. Hein. Il y en a qui préfèrent plutôt aller directement vers le privé, parce que le traitement dans le public est aussi une autre réalité. Voilà. L'accueil, la qualité des soins. Exactement. Et aussi la gratuité des soins. J'allais en venir, mais déjà, vous permettez, je prends d'abord l'avis du député. Qu'est-ce que vous en pensez avant de toucher la gratuité des soins, de la fuite des compétences vers l'étranger plutôt que de se faire soigner sur place en N'Djamena par nos médecins? Bon, ça c'est une réalité. D'abord psychologique. Les gens pensent que si on est soigné en N'Djamena, bon, compte tenu des difficultés de l'environnement d'une manière générale, ceux qui peuvent payer les transports pour aller ailleurs, ils souhaitent aller ailleurs. L'environnement, à quoi vous faites allusion? On l'a soulevé tout à l'heure. La question de l'électricité, la question du personnel de compétences, le problème des plateaux techniques, etc., etc. Mais à la Renaissance, par exemple, il y a les différentes spécialités, il y a le plateau technique, on peut bien se faire soigner ici, mais aujourd'hui, on voit comme la tendance, c'est qu'il faut toujours s'envoler vers... Même au niveau de la Renaissance, il n'y a pas tout. Moi, je vous dis, moi j'étais à la Renaissance, on m'a fait des examens, on n'a rien trouvé. Et pourtant, je me sentais malade à un moment donné. Et donc, à la Renaissance, même, il manquait des choses. Bon, j'ai commencé chez... à la clinique du Dr Diaye, après je suis allé à la Renaissance, on dit là c'est mieux, mais finalement là également, il y a des choses qui ne peuvent pas encore le faire. Bon, j'ai pensé aussi aux dialyses, on m'a dit que c'est réglé cette question-là, est-ce que c'est vraiment fait? Bon, on m'a dit qu'on a amené maintenant du matériel, etc., etc., mais il faut encore des techniciens, il faut... L'environnement, les gens n'ont pas confiance, c'est-à-dire qu'il y a un problème psychologique qui fait que les gens préfèrent aller en Tunisie, au Maroc ou ailleurs, là ils sont garantis d'avoir de bons traitements. Alors qu'ici également, ils peuvent le faire. Pour certaines maladies, on n'a pas besoin d'aller. Mais aujourd'hui, quant à votre cas, est-ce que vous faites confiance en vos médecins ou bien vous préférez aller ailleurs pour... Non, moi je ne suis pas allé ailleurs. Ah d'accord. Je ne suis pas allé ailleurs. Et bon, on a fait tous les examens, on n'a rien trouvé, mais en même temps, j'étais guéri. Voilà, c'est vrai. Donc ça veut dire que ça va. Non, mais je me porte bien. Mais je sais que je ne suis pas allé ailleurs. J'avais pensé aller et finalement je me suis retrouvé en bonne santé. Et on a fait les examens, on n'a rien trouvé dans beaucoup d'examens. Hein, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Heureusement, vous allez bien aujourd'hui. Donc je me porte bien, donc je pense qu'ici également, on peut être soigné. Bon, il faut également, il y a des gens qui, pour telle ou telle raison, ils préfèrent parce qu'ils ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas aller ailleurs que des soignants ici. Et je pense que les conditions, il faut améliorer les conditions. Et le problème maintenant, déjà, à un moment donné, je sais que les médecins qui étaient des fonctionnaires ne pouvaient pas ouvrir des cliniques. Ça, moi, j'ai suivi de près. Et à un moment donné, c'était dans les années 96, 97 que ça, on a facilité cette possibilité-là. Et c'est vrai que les gens sont déversés vers les cliniques et ils ont abandonné plus ou moins le public. Oui. Ça, moi, je me rappelle très bien. Et ce défi reste encore d'actualité. Oui, ça c'est un problème rien qu'il faut régler. C'est vrai que l'État ne peut pas tout absorber, mais en même temps, il faut encourager les jeunes à ouvrir. Ceux qui ne peuvent pas aller à la posture publique, il faut qu'ils aillent là. Mais et la tendance aussi dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morts qu'on peut éviter, mais qu'on envoie directement au cimetière. Là également, peut-être qu'on... Non, mais c'est une réalité également. On constate, parce que bon, tout à l'heure a été dit, parce que les médecins n'est pas là, ce sont les stagiaires, les gens qui sont mal formés qui s'en occupent et qui manipulent des appareils qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est abouti, ils vont ici. C'est la fatalité quand le Dieu est mort. Bon, ça c'est la volonté de Dieu. On ne peut rien. Alors qu'ailleurs, là, vous avez une plainte tout de suite sur le dos. Hein. Ouais. On va faire des expertises et après, bon, ici, il n'y a rien. Vous êtes mort à l'hôpital. Bon, c'est fini. C'est la volonté divine. Et personne ne peut rien. Là, peut-être qu'on ne le connaît pas trop, mais on n'a pas encore trop cette tendance de porter plainte. Petit à petit, on va y arriver. C'est en train d'arriver. Donc, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du ministère. Hein, tout a été dit ici. Mais il faut compléter ça. Il reste encore du chemin à faire. Ah oui, il reste des chemins à faire, des efforts à faire. Et je pense qu'il y a les 4 ans, je pense que ça c'est la première année. Il y aura une deuxième année, troisième année, 4 ans d'ici la fin du mandat. Ouais. Je pense tel que la dynamique qui a été suivie là, c'est un processus et on va être quand même pas très loin des objectifs qui sont visés par, comment on appelle,
Le secrétaire général. Le projet numéro 10 là. D'accord. C'est ça. Alors je me tourne vers monsieur Marc. Quel est votre avis sur cette fuite des compétences pour aller chercher les soins ailleurs plutôt que sur place? En fait, comme disait tout à l'heure le président Jasnabaye, je pense qu'il y a un réel besoin de santé qui se pose. Et il y a aussi un problème de confiance par rapport à nos médecins. Peut-être, comme il l'avait dit tout à l'heure, si entre-temps, si sa santé continue, il va aller ailleurs et certainement, ils vont trouver il était sur le point d'aller. Voilà. Heureusement, il s'est Heureusement qu'il a. Et certainement, peut-être que c'est une main invisible Bien sûr. qu'il a touché et puis voilà quoi. mais moi, je pense que nos médecins, quelquefois, c'est pas, je ne jette pas du discrédit, mais le malade, le patient a besoin d'être mis en confiance pour que tu le traites. Être bien accueilli d'abord. Être bien accueilli, tout ça. Quelquefois, moi je me dis même que est-ce que certains médecins-là, est-ce que c'est par vocation qu'ils sont allés faire la médecine? Parce que peut-être que certains, comme disaient souvent nos parents, arriver, toi tu vas faire la médecine, bon, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire la gestion, et ceci. Donc on fait. Voilà. Mais peut-être que la personne même en tant que telle ne veut pas peut-être cette spécialité, mais il le fait parce que le papa a voulu. Ouais, j'ai écouté un voisin dire à son enfant, à l'enfant de son voisin, mais si ça ne va pas, mais amène-le quand même faire la santé là, peut-être que la santé là, oui. Donc à ce niveau-là, il y a déjà un problème à ce niveau. L'autre problème que je voulais aussi évoquer, c'est par rapport à l'interprétation des résultats. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez un résultat qui est interprété ici. Vous partez au Cameroun, le même résultat sera interprété différemment. Vous partez encore peut-être en Tunisie, ce résultat sera interprété différemment. Vous allez vous demander même de refaire l'examen. Voilà, vous allez refaire l'examen, tout ça. Et quelquefois, on va vous dire que non, vous n'avez pas ce problème-là. Vous avez plutôt un tel problème. Ouais, un peu. Donc, arrivé à un certain moment, toi-même, le patient, là, tu te sens vraiment perplexe. Tu ne sais même pas quel chemin emprunter. Mais bon, par tâtonnement, tu dis que bon, ici au moins là, comme c'est extérieur, je peux quand même faire confiance et puis ils vont me traiter. Donc moi je me dis que comme tout à l'heure disait le RG, c'est-à-dire que dans la formation des spécialistes, dans le cadre de renforcement des capacités des cadres existants là, c'est bien de mettre l'accent aussi sur l'interprétation, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire par exemple, je ne sais pas le terme là, comment on le dit. L'imagerie, voilà. C'est ça en fait. Ceux-là, il va falloir que ce soit des personnes de pointe qui peuvent, quand ils te font un diagnostic, ils t'interprètent, même si tu pars ailleurs, c'est le même résultat que tu vois. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là, comme on le dit là, par des personnes interposées, certainement quand la personne peut sortir là, il va dire non, tu peux me rester ici, va dans telle structure là, il y a un bon type là-bas, il peut te faire le travail. Voilà. Et parallèlement à ça, moi je me dis par exemple qu'il peut aussi, certainement peut-être le ministère a ça, un plan de sensibilisation ou bien de travail avec nos médecins, avec tout ce qui est le corps médical, pour pouvoir avoir peut-être, je ne sais pas moi, une journée porte ouverte, que sais-je encore, peut-être par rapport à tel ou tel service, afin que les patients qui sont là, ou bien d'autres qui ont des problèmes similaires et qui veulent partir ailleurs, là, ils peuvent déjà voir que non, il y a un travail qui est en train d'être fait et qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ouais. Par exemple. Je n'ai porte ouverte pour la petite parenthèse. Je crois que l'hôpital La Renaissance, à un moment donné, organisait le plus souvent sur les AVC, organisait le plus souvent sur le diabète, etc. Mais c'est comme si c'est suspendu, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je ferme ma parenthèse. Alors, monsieur le secrétaire général, où en sommes-nous avec la gratuité des soins qui est instaurée donc depuis le temps du maréchal Père, paix à son âme? On est à quel niveau aujourd'hui, puisque c'est toujours d'actualité?
Merci beaucoup, merci pour la question. Mais avant d'arriver à la question de gratuité, je voudrais aussi donner quelques éléments de clarification par rapport à ce qui vient d'être dit. La fuite des malades vers l'étranger, comme l'honorable l'a dit tout à l'heure, quelquefois, c'est essentiellement un problème psychologique. On pense que c'est à l'extérieur que c'est meilleur. Vous savez, moi je trouve même quelquefois anormal qu'un malade quitte ici et qu'il parte à Kousséri, à côté là. Il pense que là-bas, il est mieux pris en charge qu'en Djamena. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est le cas? Vous savez... Si déjà à l'accueil, ce n'est pas bien fait, comme il déplore. On a des patients qui sont allés en Tunisie, qui sont revenus cadavres. Est-ce que la guérison, c'est toujours de l'autre côté? Personnellement, je ne pense pas. Deuxième chose, nos médecins spécialistes là ont été formés dans les mêmes universités que ceux que vous voyez en Tunisie, que vous voyez au Mali, que vous voyez... Et quelquefois, les nôtres ont été plus intelligents, avec les meilleures moyennes que ceux qui sont de l'autre côté. Moi, je reviens à ce que l'honorable a dit, c'est beaucoup plus dans la tête. Oui. Je me rappelle, le président de l'Ordre national des médecins disait lors donc des remises des parchemins que c'est le malade qui doit délivrer le vrai diplôme au médecin. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les nôtres qui font le médecin. Voilà. Donc, moi je voudrais inviter tout le monde ici à faire confiance à nos médecins. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons un collègue au ministère que je ne vais pas citer, qui a fait tous ses examens ici, au niveau du CHU, la Renaissance. C'est la Renaissance elle-même qui a dit, pour un certain nombre d'examens, il faut aller à Paris. Ça, c'est le bon schéma. Il faut que la structure elle-même vous autorise à aller peut-être à l'extérieur, parce que ici, au niveau local, on n'a peut-être pas le plateau technique qu'il faut, on n'a peut-être pas les ressources humaines nécessaires. Lorsque le collègue là est allé à Paris, on a repris les examens, mais tous les résultats étaient similaires à ce qu'on a déjà délivré du côté du CHU, la Renaissance. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit intérieurement que mais, tout ce qu'on dit sur nos médecins, là, ce n'est pas toujours vrai. Ils ne sont pas tous pareils aussi, ils ne sont pas tous pareils. Mais naturellement, dans la société, tout le monde ne peut pas être pareil. Je voudrais aussi dire qu'ici, quelquefois, on préfère aller vers les cliniques avant d'aller peut-être vers le public, parce qu'on estime que c'est vers les cliniques que la situation est meilleure. Mais lorsqu'on analyse l'arrivée des patients au niveau de nos différents CHU, nous avons vu un phénomène qui est apparu. Le vendredi, dans l'après-midi, samedi et dimanche, le nombre de patients vus par nos CHU augmente. On a cherché à savoir, mais qu'est-ce qui explique ce phénomène de vendredi? Ce sont en réalité les patients qui sont passés depuis le lundi, mardi, mercredi au niveau des cliniques et qui malheureusement n'ont pas pu obtenir guérison et que leurs poches se sont trouées, et par la suite on leur dit vous pouvez aller au niveau du CHU, la référence nationale, vous pouvez aller maintenant, pendant qu'il n'a pratiquement rien du tout. Non seulement il n'a rien, mais tout le temps qu'il a mis dans la clinique, là, quelquefois, ça a contribué plutôt à dégrader encore un tant soit peu son niveau de santé. Donc, qu'il soit dans le public ou dans le privé, si tu tombes sur le bon médecin, tu auras la guérison. Et aujourd'hui, vous prenez le CHU, la référence nationale, il y a des gens qui font le tour des cliniques, mais qui en réalité à la fin vous disent je préfère être plutôt là-bas. Dans le public. Donc, il faut que vous, communicateurs, que vous, honorables députés, que vous puissiez nous aider à passer cette communication pour que le Tchadien qui était un peu mécontent parce que la prise en charge n'était pas de qualité, que hier, ce n'est pas aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, qu'on a des médecins, on a des infirmiers qui peuvent nous donner un excellent résultat. Nous avons l'un des meilleurs radiologues qui se trouve actuellement au niveau du CHU, la Renaissance. Tout ce qu'il fait, que vous partiez même en Tunisie ou au Mali, ils ne diront pas le contraire de ce que lui il donne. Mais maintenant, cette crème-là, elle est rare. Je voudrais parler des spécialistes dans ce domaine d'imagerie. Oui. Ils sont moins nombreux. Moins nombreux au point où on ne les retrouve pas même beaucoup à l'intérieur du pays. Le focus est actuellement vers
le renforcement des capacités pour que ceux qui vont se faire spécialiser arrivent, comme quelqu'un l'a parlé pour cette question d'interprétation. L'interprétation dépend aussi de l'équipement que vous avez utilisé, dépend de l'expérience que vous avez. Si nous prenons un sujet aujourd'hui, on nous le place et qu'on nous demande d'interpréter, nous quatre ici, on risque d'interpréter de différentes manières. Ouais. Voilà, donc tout est lié aux équipements que vous utilisez, tout est lié également à l'expérience que vous avez. Mais l'expérience, ce n'est pas un état, c'est un processus. On apprend au quotidien. Et donc, même si aujourd'hui il y a quelques insuffisances, il y a de plus en plus des médecins qui s'y mettent, des infirmiers qui s'y mettent, des sages-femmes qui s'y mettent et qui, hier, peut-être n'étaient pas aussi performants, mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus performants. L'accueil, j'ai fini par là pour attaquer la question de la gratuité. Généralement, on nous dit, vous accueillez mal. C'est peut-être vrai. Mais en réalité, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce mauvais accueil-là s'explique par le fait que le médecin reçoit un grand nombre de malades. Il est tellement sous pression. La charge de travail est telle que lorsqu'on est fatigué, même nous, à la maison, quand on est fatigué, quand on est un peu sur les nerfs, est-ce qu'on accueille bien? Et ça se ressent aussi. Ça se ressent immédiatement. Mais ça commence par les infirmiers, voilà, les infirmières avant d'arriver la charge de travail est élevée. Ouais. Nous devons prendre en compte. Deuxième chose, ceux qui accompagnent les malades, le comportement du patient et le comportement des gardes malades. À la limite, certains médecins sont agressés même sur leur lieu de travail. Ouais. Mais quand tu es agressé par quelqu'un, est-ce que tu es disposé à bien l'accueillir? Évidemment, ça va être difficile. Donc, quand on parle de l'accueil, il ne faut pas qu'on généralise, qu'on essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas une charge de travail qui est élevée, qu'on essaie de voir est-ce que nous-mêmes, on s'est très bien comporté vis-à-vis de ce médecin-là qui a déjà reçu 10, 15, 30 patients. Revenons à la gratuité. Mais si le médecin, lui, il sait qu'il est fatigué, est-ce qu'il est obligé de continuer? Parce qu'il s'agit d'une vie humaine. Il doit attendre le second qui le remplace. Qu'est-ce qu'il fait? Faut-il qu'il parte et qu'il laisse le trou jusqu'à ce que l'autre arrive 2-3 heures après? Le bon sens voudrait qu'il attende que l'autre vienne, il lui passe la main. Mais aussi, le bon sens aurait voulu que, puisqu'il ne s'agit pas des pièces d'un engin, il va falloir se ressaisir pour éviter de frustrer ou encore faire des fausses diagnostics ou je ne sais quoi. Je ne dis pas que cette charte de travail est à l'origine d'un faux diagnostic. Je dis que cette charte de travail est en réalité à l'origine de l'accueil qui peut ne pas être bon. D'accord. D'accord. Au sujet de la gratuité, je voudrais juste faire remarquer que la gratuité des soins est un modèle de financement du système de santé. Alors, avant que vous n'entrez en détail, oui. Il serait mieux qu'on écoute les deux leur avis sur la gratuité des soins, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui. Des années en arrière, je peux dire même une dizaine d'années en arrière. Monsieur le député, quel est votre avis sur la gratuité des soins aujourd'hui? Je pense qu'en réalité, il n'y a pas vraiment une gratuité des soins. Ça existait à un moment donné. C'est une contribution de l'État. Mais elle ne règle pas tous les problèmes, puisqu'il faut acheter ceci. Donc les gens doivent aussi se prendre en charge, en plus de cette gratuité. Aujourd'hui, cette gratuité, elle n'existe plus. Donc, cette gratuité-là... Il y en a toujours, hein? C'est toujours d'actualité. Non, c'est d'actualité, mais je parle sur le plan pratique. Ah, d'accord. Sur le plan pratique, c'est vrai qu'en théorie, il y en a. Bon, mais sur le plan pratique, il y a des difficultés. C'est-à-dire vous êtes obligé de faire face à acheter des produits. Et surtout, on vous étale. On dirait que vous avez été victime. Ah bon, tout à fait. Tout à fait, mais je m'en suis sorti. C'est-à-dire, on vous étale l'ordonnance. Parce que j'y vois 50 000, 60 000. Alors, chaque fois, je me tiens la tête, je dis, mais comment? Comment quelqu'un, de la situation du terrain que je connais, la population que je connais, peut avoir 50 000, 60 000 à payer sur une ordonnance? Ouais. Ça, plus, il y en a. À part de là, déjà, cette gratuité-là, elle n'existe plus. Parce on dit soins d'urgence. Soins d'urgence, on dit peut-être qu'on ne comprend pas aussi. C'est pour revenir à ce qui a été dit, juste un mot. J'ai constaté à l'époque, les infirmiers qui étaient formés, et notre ancien hôpital, je ne sais pas comment on l'appelle, qui est là, qui est vers Gardolé et autres. Mais j'ai constaté que les infirmiers étaient efficaces, ils étaient compétents. C'est-à-dire, progressivement, ils sont
plus ou moins, ils vont maintenant en retraite dans le cadre des interprétations. Donc là. progressivement, la compétence La est formation, dégradée. ah oui, ça c'est sûr, c'est dégradé. Les infirmiers d'hier D'hier, ne sont pas comparés avec ils ceux faisaient le d'aujourd'hui. travail des médecins d'aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les C'est médecins... parce qu'on leur laissait peut-être la main et qu'ils apprennent non, mieux. ils étaient bien formés. Oui. Ils étaient aussi conscients de leurs responsabilités. Ils ont choisi, on a dit tout à l'heure, par conviction aussi, de venir à soigner les gens. D'accord. Ils faisaient une interprétation qui était juste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais j'ai constaté également que dans les hôpitaux, on a cité tout à l'heure, j'ai cité le cas de l'hôpital des références. Je suis parti de chez Diaby. C'est lui-même, étant au conseil d'administration de l'hôpital moderne, des références, il m'a dit non, pour tel examen, je t'envoie. C'est mon collègue qui est là-bas. Et je suis allé là-bas, c'est lui qui a voulu que j'aille. Je suis parti là-bas. Après, ils ont fait le terrain, ils ont fait les examens, ils ont souhaité eux-mêmes, comme ce que je leur ai dit, m'envoyer en France. Ah, J'ai le document, hein, ils ont signé. Que tel, on a fait. Suit Oui, et ça, cette procédure-là, je l'ai suivie à un moment donné. J'ai dit, mais écoutez, moi aussi, j'ai des parents qui s'occupent de ça sur le plan traditionnel. Donc, je suis reparti vers là. J'ai dit, avant d'aller en France, il faut que je regarde quelque part. Donc, vous étiez sur le point d'abandonner la médecine au profit de la médecine traditionnelle, la médecine moderne au profit de la médecine traditionnelle. Oui, mais c'est complémentaire, c'est-à-dire, à partir de là, je me suis trouvé guéri. C'est vrai. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec la médecine moderne. J'ai eu des soins, mais j'étais pas encore en grande forme. Et après, avec les compléments traditionnels, bon. Donc sûrement, vous auriez peut-être dit, vous vous êtes dit peut-être que c'est grâce à la médecine traditionnelle qu'aujourd'hui vous êtes... Aussi, mais je sais que les gens qui ont fait le travail, je sais qu'ils font vraiment leur travail. D'accord. J'ai vécu. Ceux qui ont travaillé à l'école, à l'hôpital moderne, les références, ouais, j'ai trouvé déjà. Ouais. Au niveau de l'accueil, j'ai été bien accueilli, j'ai été bien traité. Bon, je ne sais pas parce que je m'appelle Jassan Baye, je ne sais pas. Ouais, peut-être parce que vous êtes une les autorité. Tartapios, c'est la même chose. Donc, mais ils sont vraiment occupés de moi. Ouais. Et, Dans la suite logique de leur travail. Bah oui, ils ont fait leur travail. D'accord. Ça, franchement, je suis satisfait de ce qui s'est passé à l'école. Parce qu'avant, j'ai appris que non, quand vous allez à l'autre à l'hôpital moderne, vous sortez mort. Parce que ça, franchement, j'ai entendu parler partout. Mais moi-même, j'ai vécu ça. Je suis allé là-bas, je suis sorti et je suis là encore aujourd'hui. Donc, c'est pour un peu remettre en cause. Donc, il y a cette peur-là qui fait que les gens n'aimeraient pas trop aller là-bas parce que vous allez même sur les deux pieds, vous rentrez pieds joints. Oui, ils les ont dit, raconter n'importe quoi. Alors, moi, je suis allé là-bas, j'ai vécu, mais je suis sorti sans problème. Et je sais que les gens sont vraiment occupés. Les médecins... Tout comme on disait, on collait les étiquettes. Je dirais au secrétaire général que tel médecin-là, il est performant avec son équipe. Ils ont... Mais est-ce que c'est pas votre statut qui vous a... Non, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, est-ce que je m'appelle... Mais ils ont fait un travail réel. Et moi, même au début, j'avais peur un peu. Je dis, mais est-ce que je vais m'en sortir? Parce qu'avec tous les examens, avec les anesthésies, on m'a dit, bon, on m'a endormi, tout ça. Je me suis réveillé, mais je suis dans les chariots, on m'a poussé pour amener là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, sûrement, vous êtes laissé emporter par les dires des gens. Non, mais après, j'ai démenti tout ça. J'ai dit, non, c'est faux. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je peux c'est exactement comme l'hôpital de la mère et de l'enfant. À un moment donné, les gens disent c'est l'hôpital de la mère ou de l'enfant. C'est-à-dire, quand la femme vient pour accoucher, soit c'est l'enfant qui sort, soit c'est la maman qui sort. L'un d'eux doit absolument mourir. Les gens ont donc ces idées-là. Mais en réalité, ce n'est pas aussi ça. Hein. Vous avez compris. Non, j'ai compris et j'ai fait confiance à nos médecins. Bon, c'est vrai, ils ont quelquefois des moyens qui manquent, les plateaux techniques, je ne sais même pas, mais les compétences, ils en ont. J'ai vérifié moi-même. D'accord. Alors, on va écouter le président. Votre avis sur la gratuité des soins aujourd'hui? Moi, je dirais que j'ai écouté parler. Mais... écouter parler de quoi? Écouter parler de la gratuité des soins. Ah, d'accord. Mais vivre ça, je ne l'ai pas vécu. Parce que quand vous amenez un malade... Ni directement, ni indirectement. Non, pas du tout. Quand vous amenez un malade, automatiquement, on vous dit, bon, voilà ce qu'il faut acheter. Et puis, quand vous arrivez au niveau de la pharmacie de l'hôpital, on va dire que non, ça là, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà. Donc peut-être que ce qu'on va vous trouver là, peut-être que c'est de l'eau
enfin de l'eau glucosée. Hein? Et puis voilà, vous prenez, et puis maintenant les autres, là, vous partez, vous sortez, et puis bon, on s'arrange avec les tchoukous qui sont là, pour pouvoir avoir, comment on appelle ça, les produits normalement, et puis revenir dedans. Il y a des pharmacies en face des hôpitaux. Quelquefois, c'est lui qui prescrit la main, il vous dit qu'il faut sortir là, c'est telle personne. À côté. Et puis vous allez prendre le produit. Donc vous voyez un peu. Alors c'est vrai, peut-être qu'il y a certains qui ont bénéficié de ça, mais c'est difficile d'affirmer que c'est tout le monde qui en a bénéficié. Parce que quand vous voyez, surtout par exemple nos parents dans les zones rurales, c'est pas évident. Hein? Moi j'allais me dire, mais est-ce que cette gratuité-là, est-ce que c'est pas seulement ici à N'Djamena? Ou bien peut-être que c'est dans les hôpitaux provinciaux, comme disait tout à l'heure à l'OSG. Mais sinon, c'est difficile de vivre ça, surtout quand vous amenez un de vos parents malade et que on vous donne, comment on appelle, déjà, même un accident. Je me rappelle, en 2014, non, en 2015 plutôt, en 2015, je partais au service. Et donc, j'avais pris axe sans fil là. Et j'ai évité un motocycliste. Et puis finalement, il y a un papa là qui était à vélo. Et il est venu se cogner. Donc finalement, il est tombé. Donc quand ils se sont levés là, les parents ont dit que non, bon, pour attendre le constat là, c'est pas bien, il faut l'amener à l'hôpital. Donc, je l'ai amené à l'hôpital. Et puis, quand ils ont fait le diagnostic, ils m'ont donné une ordonnance. Donc, moi-même, je suis allé et puis j'ai dit, mais les premiers soins, là, quand on dit gratuité, là, il dit, oh, parents, il dit gratuité, là, il n'y en a pas, il faut payer. Donc, j'ai payé et puis on l'a traité. Donc, moi, je pense peut-être que c'est vrai. Comme disait tout à l'heure le président, peut-être que c'est une contribution de l'État et que c'est resté même au sein même de l'hôpital, sans toutefois qu'on le sache. Ou bien peut-être qu'il y a une catégorie de personnes qui en bénéficient, mais c'est difficile de le vivre. C'est très difficile de le vivre. Ouais. Ouais. Alors, on constate que voilà, ça existe, mais la pharmacie elle-même, elle est vide de contenu. C'est le constat fait aussi à un moment donné par l'équipe d'Electron qui a fait aussi le tour dans un hôpital, je crois, vers Toukla. Nous avions fait le tour dans le cadre de la réalisation donc, des programmes avec le projet Afrique Ibaro. On s'était rendu compte aussi que la gratuité des soins existe, mais le contenu des pharmacies sont vides. Alors, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous en dites de tous ces constats? Merci beaucoup, merci pour la question. C'est effectivement une question qui, dès qu'on la pose, souvent on voit la chose sous un angle assez réduit. Je voudrais rassurer le président à ma droite que chaque ménage tchadien a en réalité bénéficié de la gratuité. Pourquoi je le dis? Il ne faut pas qu'on limite la gratuité de soins uniquement à la gratuité de soins d'urgence. Le gouvernement met d'importantes ressources pour la vaccination des enfants. La vaccination, vous conviendrez avec moi qu'elle est gratuite. Ouais. Personne ne paye. Celle des femmes enceintes, elle est gratuite. La CPN, la consultation et ce sont des prénatale. milliards. La CPN, la consultation postnatale, les accouchements. Les accouchements aussi, oui. C'est aussi gratuit. Les malades du VIH, les ARV, on ne paye pas. Les antituberculés, on ne paye pas. Quand vous voyez ces pathologies pour lesquelles la prise en charge est gratuite, vous les mettez ensemble. Ça n'a rien à voir avec la gratuité des urgences qui représente peut-être entre 5 et 10%. D'importantes ressources sont... Les femmes fistuleuses aussi sont prises en charge gratuitement. La prise en charge des fistules, c'est aussi gratuit. Donc, c'est toute une longue liste. Si on se réfère à cette liste-là, quel est ce ménage qui va dire que je n'ai pas bénéficié? Nous avons directement ou indirectement bénéficié de cette gratuité. Maintenant, parlant de la gratuité des urgences, lorsque la plus haute autorité avait pris cette décision, c'était pour faciliter en réalité l'accès
aux soins et réduire les problèmes d'accessibilité financière. Et lorsque cette gratuité des soins d'urgence avait été instaurée, le gouvernement mobilisait pratiquement 7 milliards de francs CFA chaque année pour la gratuité des soins, depuis 2007. Mais, compte tenu des difficultés financières que le pays a connues, nous étions obligés, du côté du ministère de la Santé publique, à revenir vers la forme de la gratuité dite recadrée. Les 7 milliards permettaient de couvrir 4 types d'urgences. Les urgences gynéco-obstétricales, les urgences pédiatriques, les urgences médicales également faisaient partie et les urgences chirurgicales. Le tout couvrant 48 pathologies. Lorsqu'on est passé en 2017 à la forme recadrée de la gratuité, on est passé en réalité de 48 pathologies qui avaient été prises en charge gratuitement à seulement 7 pathologies qui avaient été prises en charge gratuitement. De 48 à 7. Vous conviendrez avec moi que ceux qui avaient l'habitude de bénéficier de cette gratuité sur les 48, si le lendemain, on n'a plus la chance de bénéficier de cette gratuité, on va se dire, mais évidemment, il n'y a pas de gratuité. Mais en réalité, c'est le contexte socio-économique qui a mené le ministère de la Santé publique à parler de cette gratuité recadrée qui devait bénéficier essentiellement aux enfants de moins de 5 ans et également aux femmes enceintes. Un an plus tard, on est passé de 7 pathologies à 9. On est passé malheureusement de 7 milliards chaque année à autour d'1 milliard. 1,1 milliard. C'est le budget alloué, le budget annuel? Non, le budget annuel alloué au secteur. De 7 milliards, on est revenu à 1 milliard. J'allais aussi vous demander, est-ce vous voyez que bien le budget a que connu de 7 à 1, évidemment, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On ne peut plus couvrir toutes les urgences comme par le passé et on ne peut plus, en réalité, prendre en charge toutes ces pathologies. Ouais. Même la prise en charge des tuberculeux, elle est gratuite. Elle est gratuite. Ouais. Elle est gratuite. Mais bien avant même, c'était gratuit. Non? Mais justement. Donc ça faisait partie aussi, de ça ces fait partie de la gratuités. gratuité. Ça fait partie de la gratuité. Qu'on ne valorise pas, on ne voit que le côté des urgences. Mais même la gratuité des urgences, les textes disent très clairement que cette gratuité-là est limitée dans le temps. Lorsque le malade arrive et que le médecin déclare que c'est une urgence et que son pronostic vital est engagé, dans les 72 heures, la prise en charge est gratuite. Mais quand il sort de cette urgence, de ce risque qu'on allait le perdre, quand il sort, hors de danger. Quand il est hors de danger, le reste, la continuité de service, elle est à la charge des parents ou du patient. Ça, ce sont aussi les textes qui le disent. Et donc, moi, je voudrais que les uns et les autres comprennent que, directement ou indirectement, on a bénéficié de la gratuité à travers tous ces programmes verticaux par rapport à un certain nombre de pathologies et que, désormais, compte tenu des difficultés financières auxquelles le pays est confronté, on est passé de 48 pathologies prises en charge gratuitement à aujourd'hui 9 pathologies qui sont prises en charge et que le montant, en temps qui était de 7 milliards, est passé désormais à 1 milliard 100. Ça veut Maintenant, dire que ça a connu une diminution. Une diminution drastique. Drastique. Une Et à diminution ce niveau, parlons, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour relever? Parce que c'est ce qui justifie peut-être que le contenu des pharmacies sont donc vides. Il y a aussi ça. Quand vous prenez nos CHU, les ressources qui sont mises pour la gratuité sont énormes. Ce qui fait que même nos CHU ont des difficultés aujourd'hui de pouvoir fonctionner correctement à cause de la charge relative à la gratuité. Mais ce que je voulais aussi faire remarquer, c'est qu'il y a, dès qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas tenable, la forme de la gratuité telle qu'elle est pratiquée au Tchad, quand vous prenez la sous-région africaine, ce n'est pas pratiqué comme ça. Ailleurs, ce sont plutôt les mutuelles de santé qui sont développées. Ailleurs, ce sont les assurances maladie qui sont développées. Et donc, on savait très bien qu'avec la gratuité telle qu'elle est pratiquée là, elle n'était pas véritablement tenable. Et donc, du côté du ministère de la Santé publique, des dispositions ont été prises depuis 2011
pour réfléchir sur le déploiement de la couverture santé universelle. Une loi a été prise dans ce sens, la loi 35 de 2019, qui déploie ce dispositif, un dispositif qui comporte 3 régimes. Et pour le moment, nous allons commencer avec le régime 3 qui concerne les personnes économiquement démunies. Et ce régime 3 va débuter aussi dans 3 districts sanitaires de notre pays, à savoir le district d'Abéché, le district de Bangor et le district de Danamadi. À ce jour, qu'est-ce qui est fait? L'identification et l'enrôlement des personnes économiquement démunies est déjà réalisé. On est aujourd'hui à un peu plus de 40 000 personnes qui ont été enrôlées. L'étape suivante à laquelle le ministère est en train de se préparer par le canal de la Caisse nationale d'assurance santé, c'est de passer à la prise en charge effective des personnes qui ont été enrôlées. Et pour passer à cette prise en charge effective, il va falloir faire un autre travail en amont avec les différentes formations sanitaires qui doivent être accréditées. Et après cette accréditation, on va réfléchir maintenant en termes de signature de contrat ou de convention avec ces différentes formations sanitaires pour pouvoir effectivement prendre en charge toutes les personnes qui sont enrôlées, qui sont estimées autour de 40 000. Donc, cette allure, est-ce qu'on serait en train d'aller, de migrer progressivement vers la suspension de ces gratuités? Elle ne va pas être immédiatement suspendue comme ça. Comme je le disais tantôt, la gratuité, c'est aussi notre mécanisme de financement du système de santé à l'image du contrat d'objectifs et des moyens déployés par la coopération suisse, mais un peu à l'image aussi de la performance basée sur les résultats qui est déployée par la Banque mondiale. Nous pensons que pour réduire les barrières financières, il faut que la CSU puisse effectivement se déployer à travers tous ces 3 régimes. D'accord. Alors, on va faire donc peut-être le dernier tour de la table parce qu'on est malheureusement à moins de 5 minutes de la fin de cette émission. Oui, déjà, malheureusement, le temps ne nous fait pas aussi cadeau. Je vais commencer par vous, monsieur le député. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement devra prioriser pour les années à venir pour essayer d'améliorer ces secteurs de santé qui est donc le chantier le plus vital pour les Tchadiennes et les Tchadiens? Moi, je pense que les 10 chantiers ou 12 chantiers là, et dont la santé fait partie des priorités du gouvernement. C'est ça. Je crois qu'il faut faire en sorte que ces 10 chantiers, que cette progression-là soit tenue. Ouais. Et vous aussi, comme vous êtes le président de cette commission au niveau de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous comptez faire aussi en perspective pour aider? Peut-être en 1 minute, vous pouvez aussi partager avec nous. Oui, c'est d'abord d'aller vers le ministère, et voir sa programmation et enrichir éventuellement, comment on appelle, le soutenir. En termes de députés, nous pouvons aussi faire des projets, soutenir ce qui s'est fait, aller vers le gouvernement également, en passant par les santé, mais nous avons, comme je disais, il faut une approche globale, nous allons aller dans ce sens-là. De façon que s'il y a un centre de santé, il faut que ça soit accessible. Il faut qu'il y ait des produits pharmaceutiques à côté, etc. Parce que j'ai noté, et je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a un effort qui a été fait. Quand j'étais à Faya, dans le cadre de la mise en place de la commission électorale, etc., j'ai constaté que là-bas, il y a beaucoup de scorpions. Et dès lors qu'il y a un scorpion passe, bon, la mort s'ensuit. Et il manquait des produits. Je ne sais pas si aujourd'hui, cela a été réglé déjà, parce que moi j'avais vraiment interpellé le délégué là-bas fortement. Ouais, d'accord. Et à Kumbra aussi, il y a qualité d'eau, parce que la santé, il faut prendre l'eau de qualité pour éviter d'être malade. Oui, mais la question de l'eau... La santé, c'est aussi la prévention. Oui, l'eau, je dirais l'agriculture, l'élevage, tout ce qui est alimentaire. Ouais. Si on ne règle pas cette question également, s'il n'y a pas de l'eau, bon, les problèmes de santé vont se multiplier. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une approche globale. Tous ces ministères-là, il faut que dans la zone rurale surtout, les difficultés sont énormes. C'est pour ça que je dis que c'est la catastrophe dans ma circonscription. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le député. À vous, monsieur le président. Quel serait donc, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement devra prioriser aussi comme mot de fin?
Merci. Moi, je pense que dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure, il y a des points saillants qui méritent une attention particulière, surtout les voies de communication. Les infrastructures qui permettent d'atteindre tel village à tel village, de telle ville à telle ville, pour permettre de réduire un peu la distance en cas de maladie, pour permettre à ce que la population puisse avoir accès rapidement aux soins. Deuxièmement, j'aurais aimé que le système d'assurance santé, il faudrait que ça devienne une réalité pour que nous puissions en bénéficier. Et non seulement ici, mais peut-être voir un peu les contours, les conditions pour que, au niveau par exemple de nos zones rurales, comment on peut rendre ça accessible pour qu'ils puissent vraiment... Parce que dans ça, il y a déjà la gratuité dedans, si je vois bien. Et donc, comment on peut rendre ça accessible à nos villages pour que nous puissions vraiment en bénéficier. Et j'aurais aimé que, au niveau c'est vrai qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a le volet pharmacie traditionnelle. Voilà. Médecine traditionnelle. Mais voilà, médecine, voilà, il y en a. Et donc, puisqu'on n'a pas évoqué ça, tout ça, le temps ne nous a pas permis. Mais je crois qu'il y a l'autre, le président a évoqué ça tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut rendre ça pratique dans, comment on appelle ça, dans nos hôpitaux, pour que là où la médecine moderne a échoué, que la médecine traditionnelle prenne le relais. Ouais. C'est important. Parce qu'il ne faut pas... Dans les facultés de médecine, peut-être. Voilà. D'accord. On aura compris. Dans la formation aussi. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Et aussi, pour vous permettre de dire votre message de fin, Monsieur le secrétaire général, dans les écoles publiques comme privées, les privés, ils instaurent beaucoup, mais les écoles publiques, on n'y voit pratiquement pas du tout d'instaurer donc des petits centres de santé ou bien des petites infirmeries dans les écoles pour pouvoir aider pour les premiers soins. On n'en voit pas du tout. Est-ce que le ministère prévoit quelque chose dans ce sens pour aider nos enfants ou bien pas du tout? Alors, on a juste 1 minute. Merci beaucoup. Moi, avant de répondre à la question, je voudrais, comme nous tendons vers la fin, partager Nous sommes même déjà à la fin. une bonne information avec tout le monde. Ouais. Si vous avez jeté un coup d'œil sur le journal Le Progrès, le Tchad a éliminé la maladie du sommeil et le ministre de la Santé publique a reçu le certificat de reconnaissance. Je crois que c'est un grand résultat pour le pays d'avoir éliminé cette maladie. Nous sommes le 51e pays. Et du point de vue du côté africain, nous sommes le 7e pays après les 6 pays. Je crois que ça montre déjà à suffisance les efforts qui sont consentis par le gouvernement pour pouvoir arriver à résorber ce problème. Comme dans le cadre de polio aussi. Exactement. Pour répondre un peu aussi à l'honorable, pour la question des sérums antiscorpioniques, nous avons effectivement cette question qui est traitée au niveau du ministère et ce sérum est gratuit aussi. Antiscorpionique, antivénémeux, c'est gratuit. Pour l'année qui vient de s'achever, on a mobilisé pratiquement 118 millions de francs CFA pour pouvoir se doter de ces sérums. Et pour les sérums antivénémeux, ça fait 53 millions de francs CFA. Je voudrais conclure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je rejoins pratiquement le président pour dire que nous avons en perspective de déployer toutes les énergies nécessaires pour que la couverture santé universelle puisse effectivement démarrer dans les 3 districts. Les opérations d'enrôlement ont été déjà effectives. Maintenant, ce qui reste, c'est la prise en charge réelle. Et cette prise en charge, des dispositions sont actuellement prises. Le pays est confronté aussi ces dernières années à une résurgence des maladies épidémiques avec l'impact du changement climatique. Nous entendons renforcer les capacités nationales en matière de riposte aux différentes épidémies et pandémies, renforcer aussi la résilience du système de santé pour qu'il puisse tenir face aux chocs externes que sont les inondations qui surviennent malheureusement de plus en plus ces dernières années. Nous pensons aussi que les difficultés auxquelles le ministère est confronté, c'est peut-être dû au fait que les 15% du budget global de l'État qui devait être alloué au secteur de la santé, nous sommes encore à ce jour à 9,26%. C'est vrai, il y a 4 ans, on était autour de 4%. Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits par le ministère des Finances.
Je me rappelle que la dernière rencontre qu'on avait eue avec les chefs de l'État nous a permis effectivement de faire passer même ce budget de 8% à pratiquement 9,26%. Si des efforts peuvent continuer dans ce sens pour qu'on puisse arriver à atteindre ces 15%, je crois qu'on pourrait résoudre un grand nombre de problèmes. Nous avons aussi été tous unanimes ici autour de cette table pour relever le défi relatif aux ressources humaines. Il est important que l'on puisse respecter le quota d'environ 2500 agents à 10 secondes. chaque année. Si on arrive à respecter ce quota, je pense que tous les écueils qu'on a relevés tout à l'heure seraient un tout petit peu atténués. Mais la dernière conclusion, nous comptons sur les hommes de la communication, hommes et femmes. Nous comptons également... Nos portes sont ouvertes. Exactement. Donc, à impliquer les médias et puis le travail sera fait. Monsieur le secrétaire général, nous sommes ouverts à vous. Et le président à ma droite. D'accord. Alors, beaucoup. malheureusement, nous sommes arrivés à la fin, à moins d'une minute du journal de 23h. Grand merci à vous, monsieur Diasna Baïb, d'avoir accepté donc répondre, sinon débattre avec nous sur le sujet. Merci à vous, monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur le président Mbaïgadoum, aussi, monsieur Marc. Merci d'avoir faire le débat avec nous. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'est tout pour ce débat. À demain pour un autre chantier et à en débattre. Alors, on suit le journal et à très bientôt. Bonsoir. Merci. Merci.